Bonsoir tout le monde. Je prie très très fort pour que les dieux de l'internet soient avec nous ce soir. C'était mal barré. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat. Bonsoir Fabien. Bonsoir, Salut, Bonsoir tout le salut tout le monde. monde. Bonsoir Julie. bonsoir. N'hésitez pas à dire un petit bonsoir dans le chat si vous êtes là. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Instant Coding. On va parler aujourd'hui de développement, de interface designer et aussi de designer d'expérience. On a la chance d'avoir Julie avec nous qui fait ça au quotidien chez Hager. Elle présentera sa boîte, tout ça. Elle se présentera aussi tout à l'heure. Mais avant de commencer de parler du vif du sujet, on voulait vous remercier, vous, le chat, pour les feedbacks que vous avez pu nous faire. Essentiellement de notre boîte Octo, que je remercie d'ailleurs, qui nous permet de faire ce genre de choses, ce genre de programme. Et c'est carrément canon, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Yes. Est-ce que vous vouliez rajouter un petit mot, Mathieu ou Fabien? Il y a eu de nombreux feedbacks par rapport à mon micro, donc voilà. C'est Comme vrai. vous pouvez le voir, j'ai investi des 1000 et des 100. Non, c'est totalement faux, j'ai pris du bas de gamme, mais j'espère que ça marchera bien. Et voilà, on va continuer avec ce micro maintenant. Je te rassure, ça a l'air bien. Ouais. J'espère. Alors moi c'est pareil, j'ai aussi investi, j'ai pris le même que Dorian, enfin je crois. Et ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'on va s'amuser aussi et voilà. Ok. Yes. Julie, bienvenue en tout cas dans cette émission. On est ravis de Merci. t'accueillir. On va te laisser te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton parcours, tout ça. Tu as la parole. Merci. Alors, merci de m'avoir invitée. Je suis contente de participer avec vous parce que voilà, pour moi, la relation avec les développeurs, c'est quelque chose qui est important. Donc, je suis designer d'applications, principalement d'applications mobiles. J'ai plus d'appétence à ce niveau-là. Et mon métier, voilà, c'est de faire des écrans pour des applications et de travailler main dans la main avec les développeurs. C'est important ça. Pour arriver à ce que la solution finale, elle ressemble plus aussi à mes maquettes, à ce que j'ai imaginé. Aujourd'hui, je travaille chez Hager, donc c'est une entreprise qui fait du matériel électrique. Il y a des applications pour les électriciens, mais il y a aussi une grosse partie sur la domotique ou sur la gestion de l'énergie, par exemple, les bornes pour les véhicules électriques, ce genre de choses. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir divers sujets et de travailler avec des équipes très variées, parce qu'il y a beaucoup d'équipes, et malheureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de designers. Ok. Et du coup, dans ton parcours un peu plus scolaire, comment t'en es arrivé là? Ah oui, c'est un bon point ça. Donc en fait, moi j'ai une formation en développement. J'ai un diplôme d'analyste programmeur, donc bac+2, et après j'ai continué mes études en informatique et j'ai un diplôme de manager des systèmes d'information. Donc je pense que j'ai une formation un petit peu similaire à ce qu'a fait Dorian, peut-être même à ce qu'a fait Mathieu, je crois, si j'ai bien écouté pendant la dernière émission. Donc école d'informatique pure. Sauf que moi, en fait, le code, c'est quelque chose qui me plaisait pas parce que je trouve que c'est jamais comme on espère. Quand on le fait sur sa machine, ça fonctionne jamais correctement. Quand enfin on arrive à le faire fonctionner correctement sur la machine de son copain, ça marche pas. Donc ça, c'est un truc qui me rendait ouf. Et j'ai découvert en fait que l'ergonomie est super importante dans les applications pendant mes études. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait tous mes stages vraiment un peu plus orientés design, parce que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et maintenant, du coup, je suis designer. Et le fait que j'ai cette formation dans le développement, ça me permet beaucoup de discuter avec les développeurs pour trouver les meilleures solutions, trouver des compromis quand il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire et les aider au maximum. Comme par exemple, quand je propose des animations, ils me disent « Oh là là, ça va être compliqué !» Et je dis « Mais non, t'inquiète, je vais le faire en Lottie, t'auras juste à copier-coller le code. » Et puis voilà. Mais du coup, j'ai une question Oui. pour toi, Julie. Est-ce que ça te manque pas du tout le code du coup? Enfin, le fait de pouvoir intégrer tes propres designs, non, ça t'aime pas du tout? Non, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, enfin, que j'aime pas du tout, qui m'énerve plus qu'autre chose parce que j'arrive jamais du premier coup. Donc j'ai déjà passé Nous non tellement de plus, hein. temps à Ça, réfléchir c'est à mes vrai. maquettes. Ouais. J'ai déjà passé tellement de temps à réfléchir à mes maquettes et tout que je suis très contente quand quelqu'un qui est plus expérimenté là-dedans peut le faire. Par contre, ce que j'adore, c'est vraiment me mettre à côté du dev et le regarder
en train d'implémenter mon design ou faire des design reviews avec le dev parce que voilà, j'ai déjà fait ça, je sais comment ça marche et je vais pas dire ça me fait rêver, on va pas jusque-là, mais quand quelqu'un sait le faire correctement, moi je trouve ça super bien et j'aime bien regarder quand même. Ok. Moi, ça m'amène déjà une première question. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu fais pas de web finalement. Enfin, tu fais pas de site internet. C'est Je vraiment. fais pas de site internet, par contre, j'ai déjà travaillé aussi sur des applications web. On en Hmm. a beaucoup, parce que, nos électriciens, ils ont pas forcément des smartphones ou ils ont pas forcément besoin d'un smartphone pour certains de nos usages et donc on a des applications web pour, certaines choses chez nous. Ouais, mais c'est très, c'est pour un public très, très ciblé. C'est pas pour le grand public. Donc, j'imagine que c'est pas les mêmes contraintes, Ouais, les c'est mêmes ça, c'est pas usages. un site vitrine en tout cas. Ouais, ouais, C'est c'est ça. c'est vraiment un site technique, par Ouais. exemple de configuration, de choses comme ça. Ouais, ça. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de UX, UI. Même de design review et tout, et je pense que pour ceux Ouais. qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément évident, c'est des termes peut-être qu'ils n'ont pas encore entendus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, dans un premier temps, ce que c'est pour toi un ou une UX Buzzword. et un ou une UI? Alors, on peut différencier le métier d'UX et le métier d'UI, mais pas forcément. En fait, UX, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, donc c'est vraiment penser, ben, quand on a une idée, le chef de projet, il va dire: «Ben, je voudrais, faire une application pour allumer et éteindre les lumières en Bluetooth», admettons. Le travail de l'UX, c'est de l'accompagner pour savoir ce qu'il a besoin exactement, ce qu'on va mettre sur les écrans, quel est le parcours de l'utilisateur. Je lance mon app, je vois mes pièces, je vois mes lumières. Quand je clique sur une pièce, est-ce que je vois le détail? Est-ce que j'allume ou j'éteins tout de suite? Mmh. Donc c'est vraiment ce détail et après quand, les écrans sont dessinés rapidement, peut-être au stylo par exemple, on appelle ça un wireframe. Ça passe en fait chez l'UI designer, qui lui va mettre un petit peu la couche de peinture, choisir les bons pictos, les bonnes couleurs, revoir peut-être légèrement la mise en forme, adapter à la charte de l'entreprise, ce genre de choses, créer les animations et après passer tout ça aux développeurs, leur expliquer ce qu'il en est et regarder ce qu'ils font pour faire ce qu'on appelle les design reviews. Donc en fait, moi je me mets à côté du développeur, je regarde ce qu'il a fait par rapport à ma maquette et je vais potentiellement le corriger parce qu'il a pas le même regard que moi. Il verra pas quand, par exemple, il y a 1 pixel de décalage, qu'il y a des choses qui sont pas bien alignées. Parfois même, j'ai vu, des choses qui sont pas de la bonne couleur, parce qu'ils se rendent pas compte, parce que voilà, c'est des fois des choses qui sont très légères, des petites différences. Mmh. Donc c'est toujours bien de faire ça avant que ça parte en prod pour être sûr qu'on ait vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'on a imaginé. Voilà, donc en fait, ce travail peut être fait par 2 personnes, mais dans certaines entreprises, il est aussi fait par une seule personne, de bout en bout, parce que quand on met les couleurs, il y a aussi de l'ergonomie dedans. Un bouton validé, par exemple, on va éviter de le mettre en rouge. Oui. C'est des petites choses, mais c'est des choses qui sont importantes pour l'ergonomie. Mais du coup, ça, c'est des standards qui ont été, enfin, tu apprends ça à l'école? Enfin, ces standards, où est-ce que tu trouves tous ces standards-là, en fait? C'est de valider, faut pas que ça soit rouge, et cetera, ou Bah, tu t'en rends compte déjà un petit peu au quotidien, après c'est vrai qu'il y a des standards, que tu vas retrouver un petit peu partout. De toute façon, tu es baigné dedans. Bien sûr, il y a des règles à respecter, par exemple, les contrastes, ce genre de choses. Heu, on sait aussi en tant que designer qu'on a potentiellement des personnes qui voient pas bien les couleurs. Comment on appelle ça déjà? J'ai un trou. daltonien? Voilà, les daltoniens. En fait, il y a 10 des hommes quand même qui sont daltoniens, tu vois? Donc quand tu vas mettre des couleurs, il faut pas que jouer sur la couleur. Tu peux pas juste mettre, 2 boutons où il y a rien dedans, avec, juste du rouge et du vert, parce que, il y a 10 des hommes qui verront pas la différence ou Mmh. qui pourront faire des erreurs. Donc voilà, c'est des choses en fait que tu apprends à force d'écouter des conférences, à force de lire des livres aussi et c'est le métier du designer, bah, de savoir tout ça et d'essayer de faire au mieux. Salut Bal. Et oui, c'est ça, bah, Salut, c'est l'expérience qui va te donner tout ça. En effet, ta veille, on en reparlera tout à l'heure sur comment peut-être tu fais de la veille de ton côté. Moi, le testing aussi. le testing, carrément. Tu as parlé de design review, je trouve ça méga intéressant. Est-ce qu'il faut nécessairement le dev? C'est des trucs que je croise aussi au sein de nos projets à nous. Je sais pas si vous, Mathieu et Fabien, vous avez la même chose, mais parfois je comprends
Je comprends pas pourquoi le designer doit être à côté du développeur pour faire la review. Est-ce que des fois ça peut marcher en asynchrone ou vraiment, comme c'est vraiment, faut qu'il y ait le développeur qui soit à côté parce que ça vous apporte quelque chose qu'on voit pas nous forcément. Donc la question s'adresse à toi, Julie, mais aussi un peu aux autres. Est-ce que c'est comme ça que vous faites vos design reviews, les autres, avec le designer à côté, ou plus en mode asynchrone, le ticket tombe, le ticket ou la feature tombe chez le designer en disant, il faut que tu regardes ce que j'ai fait. Voilà, comment vous faites en gros? Vas-y. Vas-y. Alors, moi, j'ai différents modes de fonctionnement en fonction des équipes parce que, comme je vous ai dit, je travaille avec différentes équipes et on a beaucoup de développeurs qui sont en Pologne ou en Roumanie. Donc là, se mettre à côté, c'est très difficile. On a la possibilité, bien sûr, de le faire avec Teams, mais comme je suis sur de nombreux projets, j'ai pas forcément le temps, voilà, de m'impliquer assez, comme je voudrais avec chaque équipe et ce qu'on fait parfois, c'est qu'on fait des screenshots et sur ces screenshots, on va mettre des annotations et on va les renvoyer aux développeurs. C'est un mode de fonctionnement aussi qu'on a. Ou on peut éventuellement leur faire des fichiers Excel, mais ça, j'ai horreur parce que quand il va lire la ligne, il va pas forcément comprendre de quoi on parle exactement, si on dit icône trop grosse. Donc moi, j'aime pas fonctionner comme ça et vraiment ce qui marche le mieux pour moi, c'est vraiment de me mettre à côté du dev parce que voilà, ça fait aussi un lien. Parce que juste lui envoyer une liste de tâches, je trouve que c'est pas très gratifiant et je trouve que quand on est à côté de lui, on lui montre et il dit: «Ah oui, c'est décalé, mais franchement, c'est pas grand-chose» et on lui dit: «Mais si, si, regarde, vas-y, fais-le et tu vas voir après la différence» et c'est vrai que quand on discute, il se rend compte finalement que voilà, les petites choses, les petits détails sont importants. Mais du coup, quand tu parles de petites choses, tu parles de pixel perfect ou Si c'est pixel perfect, c'est tant mieux. Après avec, certains devs, des fois, ils me montrent, ils me disent: «Ouais, mais le machin, il est imbriqué dans l'autre et du coup, j'ai un problème de dépendance et si je le change ici, ça va changer sur les autres écrans» et du coup, ben, on essaie de trouver peut-être un compromis. Peut-être qu'on dit: «Ben, quitte alors à ce qu'il y ait du décalage, autant qu'il y en ait carrément plus pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un bug parce que c'est un tout petit décalage qui est très bizarre». Donc après, c'est aussi une histoire de compromis. dans ce cas-là, quand tu fais des compromis après, tu les mets à jour sur les maquettes ou pas? Enfin, Non, pas forcément, parce qu'on a notre vision cible, qui est celle des maquettes, sauf si l'écran est trop différent, qu'on a décidé carrément de le changer. Mais si c'est un souci d'alignement, par exemple, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, je vais quand même conserver mes maquettes. Ça m'est arrivé dans un projet, par exemple, je devais représenter un tableau électrique. Sur le tableau électrique, j'avais dessiné des petites cases pour qu'on voit vraiment les emplacements où on va mettre les éléments. Sauf que techniquement, c'était trop compliqué pour eux, donc ils ont fait une ligne. Moi, j'ai pas refait mes maquettes avec cette ligne parce que je ne voulais pas de cette ligne. Donc j'ai laissé les maquettes avec les petites cases et 3 ans plus tard, ils ont trouvé comment techniquement faire ces petites cases et du coup, ils ont repris mes maquettes et ils ont refait comme je l'avais imaginé il y a 3 ans. C'est marrant ce que tu racontes parce que tout à l'heure, je tentais de dire, ouais, je fais ça avec. On trouve un compromis avec les développeurs. Et en fait, je trouve que, tu vois, dans le temps, par exemple, les méthodes agiles, on parle de boucle de feedback. Mais c'est bien de savoir quand un truc marche pas le plus vite possible. Mmh. Mm. Et que, tu vois, que toute la feature, elle soit développée, que ça arrive chez toi et tu dis, ah ouais, mais là, en fait, ça va pas. Et que le dev te dise, bah ouais, mais si tu me fais faire ça, il y a un impact dans tel écran. Je trouve ça hyper déconnant de pas l'avoir vu en amont, au moment où toi tu faisais tes maquettes, que tu sois avec un développeur, je sais pas si c'est des trucs que tu as l'habitude de faire ou pas, mais que tu sois avec un développeur et que le développeur là il te dise ah ouais attention Julie c'est cool ce que tu veux faire, par contre il y a des impacts, faut qu'on regarde comment ça s'imbrique, quels sont comment on peut faire mieux, comment on peut éviter de tout casser. Est-ce que c'est Ouais. des choses que tu fais ou vraiment c'est tu design, tu valides, je sais pas, avec des gens du métier, ça part chez les devs et vous vous revoyez, je sais pas, 2-3 mois après et tu valides. Fabien veut ajouter quelque chose, je crois. Ouais, en fait, je voulais, répondre à ta première question, Dorian, pour le design review. Ouais. Bah, nous, entre devs, on fait, généralement, en tout cas, moi, j'aime beaucoup faire du pair programming, donc travailler à 2 cerveaux et discuter, il y en a un qui est au clavier, il y en a un autre, qui parle et moi, j'aime bien le faire avec tous les corps de métier qui sont autour de moi, donc que ça soit l'UX, UI,
l'APO, le recetteur, voire même le client potentiellement. Enfin, je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Ou des ops, voilà. Et avec, UX UI, ben, moi, ce que je fais, c'est qu'avant de l'envoyer en recette, mon ticket, je ping, mon UX UI et je vois avec la personne, je lui montre ce que j'ai fait et je lui montre tout ce que, par rapport à la maquette et je Ouais, fais aussi le responsive, design. Donc je fais bouger et tout et si ça va pas, bah, du coup, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est je me débrouille bien en front, donc ça va. Donc en live dans le navigateur, je le change, dans le navigateur, tout de suite pour voir, parce souvent elle me dit: «Ouais, mais tu pourrais pas faire comme ci, comme ça, machin». exactement. OK, OK et ben, écoute, je te le fais en live, je te fais du live coding et ça marche plutôt bien. Alors, il faut être quand même Mmh. assez à l'aise pour le faire, ou sinon on prend des notes pour le faire un peu plus tard en décalé. Mais au moins, on est raccord, sur ce qu'elle veut. Alors, généralement, je me mets au plus proche de la maquette évidemment, mais des fois, je sais pas trop, comment faire parce que, je sais pas, il y a beaucoup de mots, il faut que ça soit sur quel en dessous. Généralement, il y a des problèmes comme ça et cetera. Quand tu, resizes ton écran et tout, vive le responsive, design C'est et clair. voilà et que ça soit pas, déjà, je vais pas dire en prod, mais tu vois, sur un environnement d'intégration ou de pré-prod. Non, j'essaie de le faire le plus à gauche du board, agile, on va dire, avec la personne. Comme ça, on est raccord et après la recette, si on me dit quelque chose, je dis: «Bah, j'ai déjà vu avec le UX UI, on a décidé de ça». Alors évidemment, comme tu disais, on revient pas sur les maquettes, mais d'ailleurs, ça peut être une bonne question parce que des fois, la recette se base sur la maquette et moi, ce que j'ai délivré avec la personne UX UI n'est pas en raccord avec la maquette, donc du coup, ça fait Non, mais débat. du coup, faut laisser une annotation sur le ticket quand même pour dire que ça a été Oui, validé, faut mettre à ouais, jour le ticket, effectivement, tu as raison. ouais, faut mettre à Donc jour le moi j'aime bien faire ça, ça marche plutôt bien ouais, et pour le coup, l'UX UI, est content ou contente, parce que, bah, j'ai il y a comme tu disais, il y a un dialogue ouais. avec elle et elle se sent, être présente parce que généralement, elle est un peu à l'extérieur quand même. Elle fait ses maquettes et puis après, on la voit plus, potentiellement Mmh. et non, moi elle vient, quand que j'ai un problème de métier, j'appelle ma PO, on discute, je lui montre des trucs et tout. Enfin, il faut interagir avec tout le monde, quoi, tous les Ouais, membres de c'est l'équipe. ça. Pour moi, L'équipe c'est ça le mode de fonctionnement optimal, vraiment en mode collaboration. Que tu sois designer ou développeur, c'est bien de pouvoir discuter et parfois même, les développeurs me donnent des bonnes idées parce que j'ai fait une première version et il me dit: «Oui, mais en fait, je sais pas si tu te souviens, il y a 6 mois sur un écran, on avait fait un truc un peu différent qui était pas mal et qui pourrait bien aller sur celui-là» et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant et du coup, moi, j'ai une question pour vous, ça me permet de rebondir, aïe, de aïe, aïe. savoir, Vas-y. comment sont organisées chez vous les équipes avec les designers? Comment Parce que, par s'organiser? exemple, Ouais, ouais, vas-y, je vais précise. peut-être préciser Ouais. ma question. Parce que, moi aujourd'hui, je suis un designer sur, on va dire 12 projets, pour ne pas dire 22. Ouais. Donc effectivement, cette collaboration, elle est très difficile. De votre côté, comment se composent les équipes? Est-ce que le designer, il est vraiment dans une équipe de dev? Est-ce que le designer, il se partage entre plusieurs équipes? Si oui, comment? Alors, qui J'ai envie de veut? répondre, ça Vas-y, dépend. réponds. Bah, moi, je vais prendre le cas de ma mission actuelle. Mmh. J'ai une équipe de 6 personnes ou 7, je sais plus trop, c'est pas très grave. En tout cas, une petite équipe. Développeur, tu veux dire? Non, donc on est 5 développeurs, une PO, une UX et une UI. C'est ça. D'accord, L'UX travaille, que pour nous et l'UI est transversal d'accord, à 3 teams. d'accord. 3 teams du même produit ou trois teams qui ont rien à voir? De produits différents, mais pour le même client. Pour le même compte? Ouais, OK, OK. Mais les produits sont liés, hein. d'accord. Mathieu, tu veux répondre? Ouais, du coup, bah, son projet, donc, bah, nous, on a une équipe qui est dédiée vraiment au design, on appelle le design studio et on a des designers qui sont, on va dire, propres à chaque FT. Enfin, C'est si quoi si je une mets NFT? alors une FT, c'est une feature team, Ah oui, OK. désolé pour le terme et une feature team est composée de développeurs front, développeurs back-end, de PO,
de BA, Business Analyst, PO aussi Product Owner, et de testeurs. Et aussi d'un designer généralement pour nous produire les maquettes des différentes US. Et en OK. fait, Et du coup, une feature team, c'est juste une petite partie d'un projet. c'est ça. C'est exactement ça. Bah, du coup, moi, Et je du suis... coup, vous avez un designer par feature team? Je Non, j'ai ils pas sont trop bien partagés. compris. Donc, on a la Ils même sont mission avec partagés? Partagé, Mathieu. ouais. Ouais, ils sont partagés entre les feature teams. Euh, Moi, j'ai connu ça, les designers qui travaillaient que sur un produit. J'ai connu ça chez Mythic. Et c'était même Ouais, pire que pareil. ça. Bah, du coup, est-ce que tu as été chez Mythic? Chez Mythic, bah, tu peux même témoigner. On avait un designer par écosystème. C'est-à-dire l'application au côté mobile. On avait un designer pour Android, un designer pour iOS et un designer pour Windows Phone Ouais. à l'époque. Non, et Et en web plus le aussi. web. Et le web. Donc là, c'est marrant parce que du coup, c'est le même produit. On pourrait se dire que ça se ressemble entre le web, le mobile et les OS des mobiles entre eux. Et en fait, non. Mais du coup, il y a beaucoup de différences ou pas entre Windows Phone, Android En et... fait, chaque application est vraiment adaptée à l'OS pour utiliser les features de l'OS. Parce que, par exemple, l'ergonomie sur iPhone n'est pas tout à fait la même que l'ergonomie sur Android. Même Mmh. visuellement, c'est pas tout à fait pareil. Les boutons, les croix, elles sont maintenant à gauche, je crois, sur iOS et plutôt à droite sur Android. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut savoir. Et pour, vraiment offrir la meilleure expérience possible aux clients, bah, l'idéal, c'était vraiment d'avoir un designer qui soit spécialisé sur son OS. Ah oui, d'accord. Mmh. Vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, j'ai une question pour toi, Julie. Toi, tu Oui. préfères faire des maquettes sur quelle plateforme? Moi, j'adore les plateformes mobiles de manière générale, parce que, il faut vraiment réfléchir à ce que tu veux mettre sur ton écran. Tu vois, quand tu as un écran web, tu as beaucoup plus de place, tu peux mettre beaucoup plus de choses. Sur un écran mobile, c'est tout de suite plus compliqué. Il faut vraiment bien penser la feature pour qu'elle soit utilisable facilement, par tout le monde, sans explication. Parce que autant sur le web, tu peux mettre des petites pop-up et des trucs comme ça partout pour un petit peu expliquer. Sur mobile, tu peux pas du tout. Et après, en ce qui concerne l'OS, moi, je suis plutôt Android, mais ça, je pense que c'est des préférences personnelles, parce que, bah, j'ai toujours, bien aimé Android et les possibilités que ça laissait, l'ouverture, en fait, de l'OS, de manière générale. Et actuellement, tes projets, donc j'imagine que tu cibles Android, iOS, forcément. Heu, non, Ou chez Hager, on essaie de trouver un entre-deux. un Parce qu'en fait, entre-deux. la plupart des projets sont développés, par exemple, en Xamarin Forms. Et du coup, voilà, c'est un langage, qui fait qu'on produit un écran et après il est déployé sur toutes les plateformes. Donc il faut qu'on trouve une ergonomie qui va un peu à tout le monde. Et c'est super intéressant ça parce que toi, tu voudrais j'imagine, te plier un peu aux écosystèmes Android iOS. Là, on te dit, bah en fait, on utilise Xamarin Forms. De facto, t'es bridé en vrai. Ou comment ça se passe? Il n'y a pas genre Heu, des utilisateurs finaux qui te disent c'est bizarre ce comportement ou ce bouton est un peu bizarre. Un peu comme ce qui se passe sur SNCF Connect en ce moment, où ouais. ils ont refondu leur app, ils ont utilisé Flutter. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont utilisé Flutter ou pas, mais l'ergonomie, surtout sur iOS, je crois, elle est un peu chelou. Et des boutons aussi des comportements sont un peu bizarres. Est-ce que du coup, c'est dû, toi, par exemple, à Xamarin, sur le fait, bah voilà, le switch button, donc le fait d'activer ou pas des fonctionnalités, ça s'appelle un switch button, est un peu différent au niveau design. Ouais. Alors au niveau design, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait carrément pour éviter d'avoir, le toggle natif et que ça dénature l'app, parce que du coup sur iOS, il aura pas du tout la même gueule que sur Android. En fait, on a dessiné nous-mêmes un toggle qui est aux couleurs de la marque, qui a une forme un petit peu entre les 2, qu'on estime, la plus ergonomique possible. Donc elle est pas aussi grosse que sur iOS, elle est pas aussi petite que sur Android. C'est un entre 2. Mmh. Et après, on essaie d'éviter les choses qui sont trop spécifiques. Par exemple, je sais que sur iOS, quand tu navigues dans une appli et que tu as différents onglets, tu peux, naviguer dans un onglet à l'intérieur et si tu changes d'onglet et que tu reviens sur cet onglet, tu seras là où tu étais.
Mais sur Android, c'est pas du tout le comportement standard. Dès que tu changes d'onglet, tu reviens à la home page de l'onglet. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Mmh. Du coup, on a décidé que sur certaines pages, où c'était pertinent, bah, on arriverait, bah, là où on était, par exemple dans le catalogue, pour éviter que tu perdes ta page. Si, par exemple, tu es en train de faire un projet, que tu veux regarder un produit sur le catalogue, parce que si tu reviens sur la home page, bah, voilà, ça t'a niqué tout le truc que tu étais en train de chercher. Mais sur les autres pages, à chaque fois, on revient sur la home parce que, voilà, on trouve que c'est pas nécessaire qu'il reste, à cet endroit dans l'app. Parce qu'on a essayé de penser, voilà, au parcours de l'utilisateur, à la manière dont il va penser, à utiliser ça et on essaye de s'adapter et voilà, on écoute les feedbacks pour voir et pour l'instant, ça a l'air de convenir aux utilisateurs. Ok. Ouais, donc le mythe les utilisateurs sont vachement. Après, c'est peut-être pas des power users non plus, mais le mythe Non, des c'est pas une power utilisateurs user. dire il me faut ça, je veux que ça corresponde parfaitement à mon écosystème. Là, pour le coup, toi, c'est peut-être parce que tu as des utilisateurs qui, ouais, comme je disais, sont pas forcément attachés à ça, quoi. Ouais et puis du coup, on met plus en avant l'identité de la marque en essayant d'adapter les composants, le maximum possible pour que visuellement, bah, ce soit pareil. Tu Ok. fais des tests utilisateurs en amont? On Est-ce fait que tu des vas sur le tests terrain, ouais, pour aller ouais. voir et leur proposer des choses? On fait des tests utilisateurs à différents niveaux. Donc, déjà, bah, par exemple, sur l'appli existante, bien sûr, on recueille les feedbacks. Il y a Mmh. notamment des groupes Facebook où, les électriciens adorent, Ouais, faire leurs feedbacks. Facebook. OK. Ouais, ils ont des groupes Facebook, mais c'est plus où les électriciens vraiment partagent un petit peu leur quotidien et tout ça et du coup, des fois, on met des screenshots et on dit, «La nouvelle feature est arrivée, qu'est-ce que vous en pensez?» Parce qu'ils sont très friands, ils adorent, bah, donner leur avis. Donc ça, c'est Attends, tu chouette. utilises Facebook comme, tu utiliserais Jira, enfin un outil de ticketing, quoi? Bah, oui. Non, mais je C'est découvre énorme. ce monde Ouais. intéressant. Avant Tu le me diras la Covid, plateforme est là, ouais, gratuite, donc autant l'utiliser, mais avant le OK. Covid, on avait aussi la chance, ben, chez Aguerre, là où je travaille, c'est le centre de formation. Donc en fait, on avait beaucoup d'électriciens qui venaient sur place et ce qu'on faisait, c'est qu'on préparait un prototype. Donc avant, on utilisait, Adobe XD, maintenant on utilise Figma. On prépare un Ouais. prototype fonctionnel, on leur dit: «Regardez, on est en train de faire un nouveau truc, qu'est-ce que vous en pensez?» et puis on peut faire peut-être 2 ou 3 versions et à, chaque jour tester une autre version pour voir en fait, les feedbacks, qu'ils nous font, et parfois ils nous donnent, voilà, des bonnes idées en disant: «Ah mais en fait, si s'il y a les photos, c'est bien, moi j'ai pas besoin des vidéos» et si on voit qu'il y en a beaucoup qui disent: «On n'a pas du tout besoin de mettre les vidéos dans cette app», OK, très bien. Pour la première release, on va juste mettre les photos et nous, ça nous va très bien aussi. Donc on OK. fait à différents niveaux. Parfois, on fait des prototypes, haute fidélité, des prototypes vraiment fonctionnels et on va le montrer aux utilisateurs. Et parfois, ben, on attend, enfin, des fois, on lance des petits tests en live, bah, ça, c'est plus rare quand même, c'est quand on est assez sûr de ce qu'on fait quand même. Mmh. Et le prototype, vous le partagez comment? Enfin, comment Bah, comme l'utilisateur il joue avec le proto? Parce que j'imagine que c'est pas un truc qui est développé par des développeurs. C'est vraiment ouais. vous, les UX, UI, qui, à travers Figma par exemple, créent un prototype. Mais après, est-ce que je peux, à partir de Figma, dire je crée un APK ou je crée un Tu pas lien web besoin, en ou... fait. Tu as l'application Figma Mirror, sur ton iPhone ou sur ton téléphone Android et en fait, tu peux lancer le prototype directement, il se met full screen et tu as l'impression d'avoir une app et tu as même les transitions, les animations, ça paraît vraiment vrai, donc après, c'est plus compliqué pour les PO pour négocier les budgets de dev parce qu'ils ont l'impression que c'est déjà fait, donc ils disent: «Mais non, mais en une semaine, c'est fait ça, enfin, je comprends pas pourquoi vous avez besoin de le développer, il est là le truc». Ouais, c'est marrant. Mais du coup, l'utilisateur, tu les choisis au hasard? Enfin, ça marche comment pour choisir ta cible de test, utilisateur? On a chez Agar ce qu'on appelle, les je crois les membres Excellium. En fait, on sait que voilà, c'est des électriciens qui travaillent beaucoup avec notre marque, et du coup, on a une base de données avec leurs, numéros et tout ça. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une équipe de testing, qui peut, justement gérer ce recrutement, bah, pour savoir, qui convoquer, quand et quelles questions poser. Donc on voit avec eux, en fait, on leur fait, un parcours de ce qu'on veut tester, on fait le protocole de test avec eux
Et après, ils nous livrent leur feedback parce qu'ils peuvent s'en occuper sans nous. Du coup, si on leur prépare tout en amont, qu'on leur prépare le prototype, on leur montre comment ça marche. Et du coup, ils peuvent tout gérer pendant que nous, on continue à travailler sur autre chose. Je sais pas si ça répond à ta question. Si. Ça, c'est que spécifique à ailleurs, enfin à ton projet. Oui. Après, ce que tu peux faire, on a déjà, par exemple, on est déjà allé juste au café voir les gens et leur montrer et dire vous avez 5 minutes et voilà. Ça marche. On va avoir un problème technique. Votre appel Oui. prendra fin dans 10 minutes. Eh ben on fera une petite pause, c'est pas bien grave. Ouais, c'est pas grave. Voilà, Les c'est aléas du direct. les aléas du direct. J'utiliserai un compte professionnel la prochaine fois. Donc c'est bien, on teste aussi nous des choses, hein, vous voyez, voilà, ça pop en live. Je pensais pas, ouais, que j'utilisais mon compte perso pour créer ce mythe, c'était pas la bonne idée. C'est bien, on Euh, découvre cette feature de Meet, je la connaissais pas du tout. Moi hein. non plus, Mais, je savais pas. intéressant. Mais tu vois, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas ouf parce que quand t'as créé ton mythe, ça t'a pas dit que t'aurais que le droit à 1 heure. On Hein. est typiquement dans un cas où c'est pas génial. Comment je vais régler ce problème? Je vais vous créer un deuxième mythe. Je vais me débrouiller. Continuez à échanger. On Je meuble. crois que Fabien, tu avais une question, Ouais, une ouais. autre question pour Julie. Ouais, on en a quelques-unes. Est-ce qu'il faut être UX et UI obligatoirement ou c'est enfin, je sais que c'est 2 métiers différents, mais comment tu vois ça? Est-ce qu'il faut forcément être les 2 à fond, être un petit peu des 2 ou être vraiment séparés ou comment tu vois ça? Et toi, comment tu te vois là-dedans? Alors, je trouve que tous les profils sont intéressants. Donc, dans certaines entreprises, ils ont vraiment des UX et ils ont vraiment des UI. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UX, il va vraiment être spécialisé, par exemple, en psychologie cognitive, des trucs comme Oui. ça. Mmh. Tu vois? Enfin, ça peut aller très, très loin. Donc, Ouais. ça peut être intéressant. Nous, on travaille aussi sur des produits physiques, par exemple, qui sont, du coup, à destination de tout le monde, genre, des sonnettes, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi bien un enfant qui l'utilise qu'un adulte, une personne âgée, un handicapé, un malvoyant et cetera. Donc Mmh. là, je pense que les UX sont assez importants et du coup, lui, hem il aura plus, la possibilité, voilà, de peut-être de faire des choses un peu plus poussées. Quand tu es UX et UI, tu fais un peu des 2 Mmh. et ça, c'est très bien pour la plupart des applications. Heu, mais quand tu es UI, par exemple, tu as peut-être, la possibilité de faire des animations, des illustrations, tu vois? Tu as peut-être plus ce côté graphiste aussi. Quand tu es juste UI et que tu es pas UX parce que voilà, c'est bien d'être un couteau suisse, mais tu peux pas être bon et excellent absolument partout. Donc par exemple, pour ma part, les illustrations, c'est pas trop mon truc. Mmh. Heu, Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le projet dans sa globalité. Donc avoir l'appétence UX et UI, mais dessiner des choses, autant dessiner des pictos, ça va, parce que ça reste des formes assez simples, mais vraiment faire des illustrations qui sont animées et cetera, ça, j'en suis pas capable, c'est vraiment trop un boulot d'illustrateur et de graphic designer, je pense. C'est intéressant ce que tu dis parce que, de notre côté aussi, des fois, on peut se dire qu'on est full stack. Donc full stack, c'est qu'on travaille aussi bien côté développement back et développement côté front. Et moi, j'ai déjà entendu, des gens dire: «Ouais, non, mais si tu sais tout, en fait, tu sais rien, en fait. Full stack, ça veut rien dire» et il y a des gens qui préfèrent des entreprises qui préfèrent, voilà, moi, je veux quelqu'un qui soit que back et quelqu'un qui soit que front, qu'une seule Ouais. personne qui soit les 2 quoi. Parce qu'en fait, Mmh. potentiellement, en fait, tu es moyen partout, en fait. Alors qu'eux, Je ils suis veulent pas 2 d'accord, tu es pas exceptions. moyen Après, partout. très polyvalent. Non, Après, très mais polyvalent. Une c'est En fait, caricature. j'ai entendu. ouais, non, en fait, je pense que ça va dépendre du projet parce que tu vois, autant je parlais de la sonnette où l'UX est hyper important, autant par exemple sur l'application qui va allumer et éteindre les lumières, ça l'est beaucoup moins. Mmh. C'est vrai. On a un public qui sera plus restreint et voilà, s'il y a la moindre chose, c'est une petite application, tu peux facilement mettre à jour si tu as trop de feedback utilisateurs qui disent qu'il y a un truc qui est pas ouf, tu peux vite lancer une mise à jour, ça se fait assez bien sur les applications.
Donc je pense que ça dépend vraiment des sujets et Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. plus c'est technique peut-être, plus il faut de l'UX, dédié et plus ça va être graphique, vraiment genre, bah, tu veux faire une appli pour une école d'art, ben, tu as peut-être envie que, bah, du coup, ce soit un vrai artiste, Ouais. qui fasse l'interface, quoi. Mmh. Le Meet va couper. Je vous ai recréé une instance d'un Meet sur le Discord. Je vous invite à rejoindre ça et on va essayer de faire une transition Une transition. smooth. Ça marche. Je promets rien, je suis désolé dans le chat. Allez boire un verre d'eau, tout ça. Mais non, tout mais ça va durer 10 secondes. Ça va durer Ouais, 10 ça va le secondes. faire. Normalement, la transition devrait bien se faire. Il y a déjà Mathieu qui a rejoint. Bon, let's go? Je vois Fabien. Allez-y, partez. Ça va être bizarre sur le live pendant quelques instants. À l'instant que je fasse entrer tout le monde et que je me reconnecte sur le bon PC. Allez, on y va. Hop, voilà, du coup vous me voyez un petit peu bizarrement, c'est pas très grave. J'espère que vous passez quand même un bon moment en notre compagnie. Hop, C'est bon, ils m'ont validé. Est-ce que ça va pour Ouais, toi, ça Dorian? marche, c'est incroyable, franchement, tout est bon. Ah voilà, Franchement, parfait. voilà, on reste là. Merci d'être resté là, c'est très cool. On le saura pour On la le prochaine saura fois. pour la prochaine fois. Vous voyez, on est en On apprend nos erreurs. apprentissage constant. Et moi, j'ai Bon, des questions du coup pour toi ouais. après, Julie. Enfin, j'ai plein de questions pour T'as toi. plein de questions, mais Let's vas-y. go. Hein. Ouais, est-ce que C'est pas un tout à l'heure, entretien tu as- Moi d'embauche, aussi, les j'ai mecs. Hein. plein de questions! Ah non, mais c'est Vas-y, trop tard, Julie, vas-y, je hein. t'en posais plein là. Ah, Moi d'abord. moi, je voulais savoir, Eh ben non, ce sera pas sur toi. quelle technologie vous avez eu l'occasion de travailler et lesquelles étaient les plus complexes après pour faire des écrans ou lesquelles étaient les plus simples? Parce que, par exemple, je sais que mes devs, ils me disent avec, Xamarin Forms notamment, ils ont beaucoup moins, de liberté peut-être, d'un point de vue UI. Il y a peut-être des choses qui sont pas faisables, par rapport aux natifs. Et vous, quel est votre, point de vue là-dessus? Quelle est la techno finalement en ce moment, qui est la plus libre, la plus simple? Quelle est la plus complexe? Je sais que Dorian, tu parlais de Flutter tout à l'heure. Ouais, alors Flutter, j'ai Est-ce pas que Flutter, eu. c'est quelque chose qui après te permet de faire des écrans facilement, pixel perfect? Bah, en tout cas, ça te permet d'avoir une app sur les deux OS rapidement, quoi. Oui, Ça t'a un code pour deux apps. Donc après, oui. tu gagnes du temps. J'ai jamais fait de Flutter, donc je sais pas si c'est compliqué d'adapter selon l'OS Je parle d'écran. pas spécifiquement de Flutter, hein, c'était juste un exemple, mais toi, Ouais, tu as eu et même l'occasion de de. travailler sur quelle techno et laquelle Alors tu as moi, préférée pour faire ça, en fait? j'ai travaillé sur du mobile aussi pendant un petit moment avec Dorian, sur l'Android. Et c'est vrai que sur Android, en fait, bah, t'es limité finalement un peu au l'écosystème Android. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en fait, c'est que tu as tendance à utiliser les composants nativement et tu vas éviter de faire du custom, tu te bases un peu sur du Ouais, les matériel devs aiment et pas trop le custom, je sais pas pourquoi. bah, moi, c'est mon ressenti en tout cas sur Android, ce qu'on avait fait, on a tendance voilà, enfin, à utiliser des composants natifs et après j'ai fait un peu de tout, un peu d'AngularJS, Angular 2, 4, 6, etc. Du Vue. Et après, nous, côté front, je pense qu'on est aussi facilité par les frameworks CSS. Donc, généralement, on utilise souvent aussi des frameworks qui permettent de créer des composants assez facilement, qui se basent généralement sur du matériel. Euh, voilà. Donc, c'est assez. En termes de difficulté, enfin, on va dire, en termes de limitation, je pense que l'écosystème Android, c'est ce qui j'ai ressenti le plus limité. D'accord. Et après, en Plus web, que après, c'est parce iOS, que j'ai tu pas as D'accord, eu je fait, ne suis pas l'occasion de d'accord. travailler après, j'ai pas fait beaucoup d'Android. Enfin, j'ai fait pas autant que toi, Dorian, donc je pourrais pas dire. Mais, voilà. Non, ouais, tu vois, sur Android, moi je trouve qu'au contraire, il y a peu de design où on n'a pas réussi à sortir ce qu'un designer
voulait, tu vois. Peut-être que nous, on n'est pas assez fort dans l'intégration UI sur Android. On a un certain level, il y a quand même des trucs, t'es un peu modeste, il y a quand même des trucs qu'on a réussi à faire, tu vois, sur des clients sur lesquels chez qui on a bossé. Mhm. Et quand on n'y arrivait pas, on faisait appel à Pierre, s'il nous regarde, coucou. C'est vrai qu'il est fort, hein. J'ai travaillé Pierre avec lui, franchement, il est Pierre est très très fort. fort. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas les designers qui se basent déjà sur des composants, enfin, au niveau des maquettes, sur l'écosystème Android, justement? Ça peut, c'est pour ça que pour moi, c'est... Un toggle reste un toggle, mais après, il sera plus ou moins épais, Ouais, plus ou moins gros, il aura pas la même couleur, pas la même ombre. et puis s'il y a l'odeur derrière un toggle, il faut qu'il se morphe, qu'il transforme, tout ça. Bon, bref. Mais en fait, ça dépend du designer avec qui tu vas bosser et de la contrainte, du budget, Et de la charte graphique de la l'entreprise charte aussi. graphique, et voilà. Mais vraiment, je me suis pas senti, même si des fois je me disais, oh là là, comment on va faire ça, je me suis pas senti bridé, pour le coup, par Android. C'est pas du tout le même mayonnaise avec Xamarin Forms où j'ai essayé deux trois fois et c'était l'enfer. Flutter, j'ai pas l'impression d'avoir eu des problèmes quand j'ai testé pour faire un peu de custo, ça avait l'air d'aller. Euh, mais pour moi, parce que j'ai la parole, je vais la garder. Pour Vas-y. moi, là où je prenais le plus de plaisir, mais vraiment c'était du plaisir, c'était à l'époque quand je faisais je bossais sur les plateformes Microsoft, sur des Windows Phone, ou alors sur les applis lourdes de chez Microsoft. Donc à l'époque c'est du En C Sharp. WPF avec C Sharp et surtout la couche de présentation c'était du XAML. Ah ouais. XAML. Et là, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'était impossible de pas satisfaire le Porte designer. ouverte à toutes les Ah, mais c'est ça. Mais c'était même je me rappelle, je bossais pas mal avec Basti UI, coucou Basti, et son acolyte Jenny. Et les deux, une fois, me dit, bah, en fait, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi, enfin, entre leur maquette sur Photoshop à l'époque et ce qu'on produisait, c'était du pixel perfect, mais vraiment quoi. Parce que Microsoft fournissait des outils qui étaient assez incroyables pour faire ce qu'on voulait en termes de custo de l'interface. Il n'y avait pas de limite. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup manqué quand je suis venu sur Android parce que c'est pas si facile. L'idéo n'aide pas. Genre, je veux éditer une bordure sur Windows Phone ou WPF à l'époque. Je fais clic droit, édition, ça me sort la feuille de style qui va bien. J'ai pas à la créer moi-même. Je l'override. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui nous aidaient et qu'on n'a pas trop. Donc là, sur Android, il faut se farcir un peu la doc et tout, on y arrive. C'est un peu moins accessible. Et moi, ouais, j'avais adoré, j'avais adoré. Et je pense que un jour, je réinstallerai un environnement de dev pour voir comment ça a évolué et pour voir si c'est aussi facile. Mais ouais, c'était vraiment canon. Ouais, mais après, après dans l'écosystème mobile, il y a des choses que tu vas pas faire. Enfin, Tu là, penses à j'ai pas quoi? d'idée comme ça. Tout est Attends, peut-être faisable, oui. Mathieu, tout est Non, faisable. non, mais tout est faisable, je suis d'accord. En plus, Mais tu introduis les gestures, ça, tu les as pas sur les applications PC. c'est quoi ça? Oui, mais justement, bah, voilà, comme on a les gestures, il y a des choses qu'on va pas faire. Enfin, attends, je vais trouver Non, une mais idée. trouve un Mais exemple. ouais, je Honnêtement, je trouve un pense qu'il y a exemple. plus Ouais, de choses sur reviens dans mobile que 2 minutes. sur Trouve Je un vais exemple. meubler. Vas-y. Je vais meubler. Ouais, mais il y a des choses que. Moi, j'ai jamais fait de mobile, d'application mobile. Moi, j'ai toujours fait du web, quoi. Et donc, moi, mes technos, c'est le HTML et le CSS, quoi. Il y a pas De toute façon, il y a que ça. Mmh. Et donc ouais, ça fait quand même déjà pas mal de temps que j'en fais. Donc pour moi, aucune difficulté, si ce n'est, l'évolution à travers, le web en lui-même. En fait, moi, j'ai connu, à l'époque, Internet, 5, Internet Explorer 5, pardon, et le 6 après. Ouais. Donc là, il y avait pas mal de difficultés liées à cause du navigateur. Et après, la multiplicité des navigateurs, qui a aussi, Mmh. pris, un autre, tournant, un autre challenge, Ouais. parce qu'il fallait être raccord sur, Safari, Chrome, Firefox, Internet Ouais. Explorer encore à l'époque, maintenant Edge. Je me souviens dans Heu, les années 2000, tu avais un site qui tournait sur Internet Explorer, mais pas sur les autres. oui, il y avait des bandeaux, à l'époque en Ouais. disant, «Ce site est optimisé pour Internet Explorer, mais pas pour les autres», quoi. Mmh. Donc parce que chacun faisait un petit peu sa sauce. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. De toute façon, tout le monde est sur Chrome à part, Mozilla Firefox, donc ça aide vachement. Mais pour moi, c'était la difficulté, en fait, d'intégration des sites internet, c'était d'être raccord sur tous les trucs. Et Mmh. alors forcément, quand tu fais une recette, en plus,
tu démultiplies la recette aussi parce qu'il faut tester sur tous les navigateurs, Ouais. c'est une année. Et après est venu aussi le, responsive design. Donc ça Ouais. aussi, c'était, folklore Tu parce m'étonnes. que, tu avais plusieurs navigateurs et après plusieurs résolutions. Donc tu Ouais. démultipliais, enfin ta matrice était plus grosse quoi de recettes. Et Donc ça, là c'est toujours encore, le cas aujourd'hui, non? bah, c'est toujours le cas, mais, Pour en les tout cas en termes résolutions, de en tout cas. en oui, en termes de navigateur, c'est OK, Ouais. mais en termes de résolution et enfin oui, de résolution d'écran, des fois tu peux avoir quelques trucs, ne pas oublier de mettre en dessous, effacer ce bout de truc parce qu'on en veut pas en mobile, et cetera, et cetera. Mais du Donc pour coup, moi, c'est la Fabien, seule difficulté. Ouais, enfin, du coup, enfin, je dis, à ton époque, On n'est pas. les Ah boomers. merde. OK, boomer. Autant des dinosaures. à ton époque, Dans les enfin, années 90, oui, vas-y, dis. enfin, je sais pas, enfin, comment tu gérais la responsive à ton époque? Enfin, si c'était Non, mais est-ce ça que n'existait pas. maintenant Il y bah, a voilà, le c'est responsive, c'est pas si vieux que ça aussi, donc bah, il faut retourner au 1er mobile, smartphone, en fait. Non, non, c'était avant ça. Parce que je me souviens qu'il y a des gens, ils avaient des écrans pourris avec des résolutions de 800 x 600 et il y a des écrans qui avaient Oui, quand même des gens qui avaient quand même du 1024 et eux, c'était les riches, quoi. Il y avait quand même ça faisait quand même des différences et il fallait penser à comment ton site, il va c'est vrai. s'adapter sur les différentes tailles d'écran. Ouais, Ah mais c'était bien. minime. En termes d'utilisateurs, il y en avait pas beaucoup, donc est-ce que c'était pertinent de travailler pour eux? C'est toujours pareil, En tout cas, moi, si quand je Safari, faisais personne ne des l'utilise, quand je on va pas dessinais travailler sur des ça. écrans, il fallait que je pense, je sais qu'il fallait qu'on fasse l'écran, par exemple, sur 1024 parce que le plus de gens avaient du 1024, mais il fallait quand même Mmh. que sur 800, ça tienne. Mmh. Donc on était obligé de faire des maquettes et du coup, j'ai une question pour vous, c'est de savoir quand il y a du multi-device comme ça, mobile, tablette, desktop et cetera. Est-ce que quand les designers font, les maquettes, vous préférez avoir les vues côte à côte ou vous préférez avoir une planche avec les vues mobiles, une planche avec les vues tablettes, une planche avec, les vues desktop? Ou est-ce que vous voulez la home avec toutes les versions, la page de settings avec toutes les versions? Ah, toutes les versions à côté, hein. Parce que en fait, quand tu fais la revue avec le designer ou les UX, le PO, tout ça, et en plus que tu utilises Figma, c'est chiant de devoir naviguer d'un point à l'autre pour Ouais. aller voir. Bah là, je vous présente le parcours sur desktop. On va dans un autre truc, on va voir le parcours mobile. Moi, Parce j'aime que bien du tout de coup suite d'avoir voir le mobile dans la foulée, c'est bien. Parce que on voit je suis déjà là où on partagé, va avoir moi. des problèmes, en fait. mais du coup, c'est le même développeur qui va faire les différentes vues. C'est un petit peu ça la question. Oui, ah ouais, 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 oui, oui, bien Généralement, sûr. oui. Moi, je suis partagé parce que moi, enfin, généralement, tu fais une page par page. Tu vas pas créer toutes les pages, quoi. Du coup, bah, le fait d'avoir la version mobile et ça à côté à gauche et sa version desktop, ça te permet de voir si d'anticiper le responsive, etc. C'est exactement ce que je viens de dire. Je crois Ah que c'est ouais? ce qu'il voulait dire, Ouais. ouais. Ah bah j'ai pas. Parce qu'en fait, Le j'ai déjà vu des équipes où, on partait d'abord sur la version desktop, par exemple, et ils développaient toute la version desktop, donc ils voulaient juste les vues desktop et après ils prenaient un je vais pas dire un stagiaire, mais presque, pour faire les versions mobiles. Donc en fait, ils Ah, repartaient ok. de ces versions desktop et ils modifiaient des trucs juste pour que ça rentre sur mobile. Ok. Voilà, il y a une question de stratégie. Ça Mmh. veut dire que c'était desktop, first et pas mobile first. Bon, déjà, on peut se poser la question. Est-ce qu'ils avaient une utilité aussi de partir sur mobile finalement? Parce que s'ils en avaient, si, entre guillemets, comme tu dis, ils filent ça à un stagiaire, c'est que Ouais, pas super important quand même. ouais. Ouais, clairement. Clairement. Non, mais du coup, vous dites, c'est des modes de fonctionnement différents, mais en général, c'est quand même le même dev qui va faire tout de suite toutes les vues. Bah, quand tu travailles sur un écran, en Mmh. tout cas, moi j'ai toujours travaillé comme ça, Mmh. oui, tu fais les 3 mobiles, tablettes Ouais, tu et fais pas d'abord un truc et après tu adaptes pour, non, c'est dans le même ticket en fait. Ça va, d'accord. enfin sinon en termes de recettes, enfin ce serait bizarre en fait. Oui, bah, C'est c'est oui, Si tu es en mobile, enfin non, en termes de CSS, enfin tu fais tout en même temps, enfin ça serait un peu bizarre, enfin je trouve. d'accord. On a une question de le chat de Ah, Secfault00. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir vous quatre. Comment gérer l'ego des devs / des ah, personnes gérant l'UX? la question qui Autrement, fâche. voilà, la question qui va. Autrement dit, si je la comprends bien, c'est en gros, voilà, il peut y avoir des guéguerres, j'imagine, c'est ça. N'hésite pas à préciser ta question entre ce qui est possible peut-être de faire au niveau du dev,
Parce que Vaudrey, lui, ils n'arrivent pas à s'entendre, parce qu'il y a des gros égos. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, j'imagine aussi. Comment tu réagis dans ces situations-là, Julie? Est-ce que toi, tu les as déjà eues? Alors pour moi, il y a différentes situations. Il y a la situation où le développeur a la flemme de faire ce que j'ai imaginé. C'est ça, c'est ça. Sauf que comme j'ai une formation de développeur, je lui dis: «Tu te fous pas un peu de ma gueule? Tu fais comme ça, est-ce que tu veux que je vienne t'aider?» Donc en général, ça le calme, et il dit: «Ouais, bon d'accord, j'avoue, j'avais la flemme». Après, si je vois qu'il y a vraiment des difficultés à faire quelque chose, bah, on va essayer de trouver un compromis, comme je le disais. Peut-être qu'au lieu de mettre un élément au niveau de la nave, on va faire autrement. Au lieu de le mettre en dessous, on va le mettre au-dessus, et cetera. Moi, je suis pas du tout fermée pour modifier mes maquettes. Ce qui est important, c'est surtout le dialogue. Expliquer aux développeurs pourquoi on l'a pensé comme ça et Mmh. pourquoi pour l'utilisateur, c'est mieux comme ça. Après, le développeur, il va me dire: «Oui, mais si je fais comme ça, moi j'en ai pour 2 semaines de dev, alors que si on fait comme ça, il y en a que pour 2 jours. Du coup, qu'est-ce qui finalement est le plus important? Est-ce que ça a vraiment un impact sur l'expérience utilisateur ou on peut mettre ça de côté pour pouvoir développer d'autres features?» Et c'est vraiment des discussions qu'il faut qu'on ait ensemble, des fois avec le PO aussi, pour, du coup, planifier tout ça et dire: «Ben, étant donné que c'est une home page, on veut vraiment qu'elle soit parfaite et on va prendre le temps de le faire correctement. Donc on est désolé que ce soit hyper chiant de cette manière, mais en dessous, c'est plus intéressant qu'au-dessus et il va falloir prendre le temps de le faire». Tu as dit un truc super intéressant, c'est, la complexité, en fait, et le coût, en fait. On le rappelle, tout est possible en développement. Tu peux tout faire. Ce qui change, c'est le coût et le temps. Enfin, le temps, Mmh. donc le coût que ça prend. Et c'est là où il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'un développeur qui dit: «Non, non, c'est pas possible», et déjà, il te ment. Oui, voilà. Ah oui. Il te Ou ment. alors il faut qu'il m'explique pourquoi c'est pas possible, parce que parfois, c'est vrai Certes. que, étant donné qu'ils utilisent une techno particulière, par exemple Xamarin Forms, bah, ils peuvent pas le faire parce que Xamarin Forms ne permet pas de faire ça. Admettons. Donc là, je dis: «Bon OK, je vais revoir mes maquettes. Du coup, qu'est-ce qui se rapproche que je pourrais faire?» Et je fais ma maquette presque avec lui, en fait. C'est ça. Et après, alors je grossis évidemment le trait, mais après, comme tu disais, il te donne plusieurs solutions. La solution, presque gratuite, un peu plus chère et très chère, et après c'est, ensemble de statuer, qu'est-ce que vous faites? Mais ne pas, ce qui est quelque chose d'intéressant, je trouve, quand on discute avec les autres, c'est de pas être fermé tout de suite, de dire: «Non, Mmh. non, ça je le fais pas, non, non, c'est mort, machin». C'est, OK, je prends en compte ce que tu me dis, je vais revenir vers toi, je vais analyser le truc, je vais revenir vers toi et je vais te proposer différents trucs, et après on en discute, pour voir, ce qui est mieux pour l'utilisateur final, parce que je rappelle, on travaille pour l'utilisateur final. C'est ça et pour ça, j'ai un exemple, sur un projet, on avait fait plusieurs versions. On savait qu'il y avait une version qui était vraiment pas coûteuse, une version moyennement coûteuse et une version très coûteuse. Mmh. On a fait quelque chose qui était vraiment très organique, avec des choses qui bougeaient un peu dans tous les sens et cetera. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai fait, des vidéos du résultat final que j'espérais et on a présenté ces vidéos à des utilisateurs, en mode, prototype, en leur, expliquant voilà, comment on veut que notre application elle fonctionne. On leur a montré et on a eu 3 groupes différents. On leur a demandé de donner des notes pour dire si c'est simple et cetera. Donc vraiment on a testé les 3 versions et finalement la version qui est ressortie, c'est la version la plus complexe malheureusement. Donc Mmh. on a eu des discussions avec les développeurs et ils nous ont proposé de faire un POC, donc de passer juste une journée pour voir si techniquement, même si c'est moche parce que c'est pas bien aligné, c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas les bons pictos et cetera, juste si techniquement ce serait faisable. Donc ils nous ont fait ce POC, ils nous ont montré que c'était faisable. Ils ont dit: «Bon, bah, du coup, ça va nous prendre 2 mois de plus» et le chef de projet a décidé que finalement on ferait ça parce que vraiment c'est ce qui est ressorti du test. Ça, Est-ce c'est que tu quand même... peux ouais, définir, POC, s'il te plaît? POC, Proof of Concept. est-ce que tu peux le dire en français, s'il te plaît? C'est en fait, comme je disais, une version simplifiée, de ce qu'on veut faire. C'est juste pour montrer que techniquement, c'est réalisable. Donc, il y avait pas le background, il y avait pas les bons pictos, il y avait pas les bonnes tailles et cetera. C'était juste pour montrer que quand tu cliques sur un élément, on arrive à avoir cette chose qui s'ouvre comme on le voulait avec la belle animation. Très bien. Ça, c'est canon. Moi, j'ai pratiquement jamais réussi.
Après, toi, c'est un peu différent parce que tu es dans un client final. Donc, Oui. si, je l'ai un peu vécu chez Mythic. Mais nous, tu vois, vu qu'on est en société de conseil, tout ça, faut qu'on aille chercher du budget, entre guillemets, pour pouvoir poker, pour pouvoir lui dire, bah, en fait, tu as payé un truc Ouais, mais où on va moi, te je suis montrer combien ça designer. coûte. Ouais, Et mais je après, suis il faut lui designer revendre derrière. interne, mais l'équipe technique derrière, elle était externe. Ouais, mais, Ah, c'est toi c'est toi, Aguerre, en tant que client, qui a demandé à poker le truc à... C'est génial, en vrai, dans ce sens-là. Mm. Parce que moi, je rêve d'un client qui me dit, bon, là, on voudrait faire ça, on vous donne une journée, vous faites du mieux que vous pouvez, on poke le truc et on en rediscute après. Généralement, ils viennent avec leurs demandes, tout est tracé, quoi. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça aussi, Fabien et Mathieu. Mais le truc de challenge un peu technique, exploratoire, et après dire, bah voilà, du coup, on est à peu près sûr de notre coup, ça Mm. va prendre tant de temps à faire, on part ou pas. Et en plus, on part, hein, finalement, dans ton histoire, là, alors que c'est la solution la plus coûteuse. Je trouve ça cool, et je trouve que ça arrive pas assez souvent. J'ai tendance à faire ce que je veux. Non, mais vraiment, je ouais, je fais de la tech, enfin, si je dois faire de la tech pour répondre à un besoin, je demande pas l'avis à mon client. Mon client, il me paye pour, sortir quelque chose, et je prends le temps, sans lui donner tous les détails de ce que je fais, au même titre que je lui dis pas, quelle IDE, j'utilise pour coder, quel OS, si je suis sous Windows, Mac ou machin. Il a pas à Mm. savoir, donc pour moi, je prends le temps, et c'est une discussion aussi avec ma team, PO, et autres, mais j'ai tendance, je sais qu'il y a plein de contextes différents, tu vois? Mais Ouais, c'est jusqu'à vrai. présent, on m'a jamais tapé sur les doigts, et après, même si on me fait des reproches, je dis: «Beh, moi je fais mon travail, mmh, voilà». Donc je prends le temps, voilà, je demande pas la permission en tout cas. Ouais. ça c'est un peu aussi comme tout ce qui est amélioration continue du code aussi, nous les devs, on prend le temps qu'il faut pour faire des tâches tech et pour améliorer le code, sans forcément que le client il sache, en détail, ce qu'on fait, quoi. Oui, par contre, là, j'ai un exemple, qui est arrivé où ils ont pas pris le temps. Par exemple, on avait des animations qu'on voulait intégrer dans une app et on voulait mettre absolument Lottie parce que Lottie, je sais pas si vous connaissez, ça permet de faire des animations qui sont vectorielles. Donc après, peu importe la taille de l'animation, elle sera toujours très, très belle. Dorian, pourquoi tu rigoles? Parce que Mathieu, il lève la main. Ouais, 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 j'ai mais un je sujet sur finis, ça. je finis. Il y a un Attends 2 sujet, secondes. Lottie, je sais qu'il est fâché avec Attends, attends, Lottie. attends, avant qu'on passe à Lottie et les devs ont dit: «Oui, mais non, techniquement, Lottie, nin ça va nous prendre trop de temps à l'intégrer», parce que c'était une application desktop et que du coup, c'était compliqué de l'intégrer. Donc en fait, on a dû faire des gifs au Des niveau gifs? design. Ah On oui, a fait des d'accord. gifs, La déception. la déception. Mais parce que voilà, c'était pas prioritaire, ils avaient déjà trop de trucs dans le backlog et que du coup, notre petite folie Lottie, n'était pas la bienvenue. Mais, du coup, l'outil, enfin, toi, tu utilises l'outil sur tous tes projets ou pas? Sur Parce beaucoup que de projets, ouais. Ouais, parce que nous, en fait, voilà, on a été formés, sur l'éco-responsable, dans notre boîte et en fait, bah, l'outil, c'est assez gros, en fait, et Ouais, c'est ça pas très, bouffe pas mal de très ressources, ouais. et Mmh. c'est pas du tout éco-responsable et en fait, nous, on avait un problème on avait des enjeux sur la mission et on a dû retirer l'outil, en fait, alors que D'accord. pourtant, Ah, c'est intéressant. c'était ultra Alors, stylé, Et vous enfin, avez mis on quoi à la place? C'est ça la vraie question. et bah ben, on a rien. rien mis. Du coup, c'est co-responsable à mort, tu vois. Me lancez pas sur ce sujet. Non, mais Et bah ouais, ouais. je dois réagir à ça, tu vois. Bah, c'est cool d'être éco-responsable, c'est génial. Déjà, Lottie, ils se vendent pas d'être éco-responsables. Le truc OK. qu'ils disent, c'est que bah, nous, on fait des animations qui sont pas trop grosses en termes de taille parce qu'on fournit un JSON et le JSON est assez bien compressé par rapport à une vidéo ou autre chose, tu vois, par exemple. Le problème qu'on a, je détaille un peu, Mathieu, c'est dans un contexte particulier, sur le web, où la lib, en tant que telle, prend déjà pas mal de place. Alors que sur d'autres plateformes, l'outil pèse rien quand on regarde la dépendance. Donc en fait, Mmh. le gain est là. Et mais C'est là où quoi ça ça me fait pèse, marrer. Comment?
Pourquoi ça pèse pas beaucoup sur par exemple, l'écosystème Android ou Je sais pas, parce que peut-être c'est compilé d'une manière un peu plus efficace, tu vois, packagé d'une meilleure façon par rapport à un environnement web. Et surtout, la finalité, c'est que là, nous, on avait une lib pour une animation. Ah oui. Ok. Non, nous, on en met Euh, plusieurs quand même. On et, du, optimise. et voilà. Et surtout qu'on a remplacé par rien. Donc, bah oui, forcément, Mm. on est un peu plus éco-responsable de ce point de vue-là. Mais tu vois, l'alternative, si on aurait voulu, si on avait voulu remplacer l'animation Lottie par quelque chose d'autre, ça aurait été faire quoi? De charger un SVG, d'animer les passes du SVG à la main? Ah Je suis non, pas, mais ça, c'est pas possible. je suis pas sûr qu'au total. bah alors je sais plus c'est quoi qui est mieux, mais effectivement, il y avait des bonnes pratiques par rapport à ça aux animations, s'il fallait le faire en CSS ou en JS. J'ai pas la réponse là, comme ça. Ouais, Je mais pense que faut c'est pas qu'elle CSS, soit trop complexe alors, parce qu'on arrive quand même à faire des Ah choses oui. assez folles avec l'outil. C'est pas juste faire tourner un élément, tu vois. Ça peut être vraiment des vrais, comme des petites vidéos, mais vectorielles, quoi. C'est ça. Mais est-ce que ça a du sens de faire des animations? Est-ce que ça apporte un plus Évidemment. à l'utilisateur final, pas à l'UX ou UI? Non, ça, en fait, Ni au client ouais. d'ailleurs? Je vais expliquer dans quel cadre on les utilise. On les utilise beaucoup sur ce qu'on appelle le onboarding. Donc, c'est la première fois que tu lances l'application. Mmh. On pourrait mettre des illustrations statiques. Mais par exemple, dans l'application qui allume éteint les lumières, on a voulu montrer justement qu'on pouvait allumer et éteindre les lumières potentiellement par groupe. C'est quelque chose qu'on a voulu mettre dans le onboarding pour montrer à l'utilisateur qu'il avait des possibilités peut-être plus étendues que ce qu'il verrait tout de suite sur la home page. Ce onboarding, il nous permet d'expliquer des fonctionnalités un petit peu avancées. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le Lottie pour animer ça, montrer vraiment cet effet de groupe, par exemple, sur les lumières. Et on a un autre projet sur lequel on a utilisé. Là, c'était sur un disjoncteur pour des gros bâtiments, en fait. Et ce qui est important, c'est qu'on a le disjoncteur et puis on a le petit bonhomme et il faut vraiment qu'il s'éloigne du produit physiquement. Donc, Mmh. on a voulu vraiment imager ça et montrer le bonhomme qui s'éloigne en lui disant: «Maintenant, il est temps de vous éloigner du produit parce que ça va faire beaucoup de bruit, parce que potentiellement c'est dangereux» et cetera. Donc on a vraiment voulu montrer ce mouvement et juste faire un gars qui fait, tu vois, une image qui fait comme ça, franchement, c'est pas naturel, c'est pas très joli. Donc il y a plein de petites choses et puis du coup, on l'a utilisé, pour, que notre petit bonhomme, il cligne des yeux, pour que voilà, il soit plus humain aussi. Ouais, là, ça a carrément du sens. Moi, Mmh. sur ma mission, justement, je suis en train de challenger, genre la page 404, on met une animation sur la page 404. Tu vois? Là, je me dis: Ouais, «Bon, la 404, normalement, on veut que personne la voie, quand même». oui, Et donc, je challenge quand même ça. Même si c'est sympa effectivement de voir ouais, un truc qui bouge, une animation et je suis d'accord. oui, oui. Mais Non, après, je vois ce il que faut tu veux dire. relativiser, quoi. Mais là, ton exemple est vraiment bien. Je trouve que là, Mmh. c'est pertinent Ouais, ouais c'est même et trop bien, sur en le fait. onboarding aussi, c'est pour donner une impression de modernité, pour montrer que voilà, notre application, elle est moderne, parce que si on met pas de onboarding, le gars, il arrive, tout de suite sur l'app, il va se sentir un peu perdu. Si on fait un onboarding où finalement c'est tout statique, ça va pas lui donner envie de voir les différentes pages, alors que là, c'est joli, ça lui donne envie. Mmh. Et est-ce que tu as déjà mis en place ce genre de onboarding ou pas? Parce que j'ai une question derrière qui Oui, arrive. Ouais. C'était pour une application grand public. oui. Est-ce qu'il y avait des enjeux d'accessibilité derrière? Parce Non, pas que tu vois, vraiment. moi, si demain on Mmh. devait faire ça sur une appli grand public à destination de 70 millions de personnes, Je vois pas de quoi tu on parles. voit pas du tout de quoi on parle. On a aussi des onboardings, et là Oui. je me dis, si nos UI qui nous regardent peut-être ont la merveilleuse idée de nous mettre ce genre de choses, ce serait canon. Mais alors, je sais pas ce que t'en penses, vous en pensez Mathieu et Fabien, mais d'un point de vue accessibilité, faire peut-être de l'audio description sur ce truc-là, le bien caler en même temps que l'animation et tout. Waouh, Ah non, mais En Ouais. c'est attends, non, mais l'autodescription, c'est généralement pour la vidéo. Bah ouais, mais Pour, c'est pour, quoi la différence entre cette Pareil. animation-là et la vidéo? Après, est-ce qu'il arrivera à utiliser ton app? C'est ça la vraie question, parce que ça sert à rien de faire Ça, un bien évidemment. onboarding, Mais audio décrit, si après ton appli, elle est inutilisable par la personne en question. je peux répondre, Vas-y, Dorian? vas-y.
ton animation, normalement, c'est de la décoration. Ouais. T'en fous qu'il y ait de la description sur ton Bah animation. non, Bah non. l'exemple de Parfois, Julie, elle est utile quand même, ouais. Dans l'exemple de Julie, ça te montre clairement comment ça ce montre qu'il faut quelque faire. chose. Même il y a même une consigne de sécurité qui te dit, mon gars, là, Ah, dans ce cas-là. tu t'éloignes du disjoncteur, tu vois. Parce que En fait, Ouais, il faut associer du texte. En termes d'accessibilité, je reviens sur le GIF. En principe, le GIF, donc ça bouge tout le temps, un GIF, on ne peut pas l'arrêter. En principe, on devrait pouvoir l'arrêter. C'est un critère de l'accessibilité, c'est de pouvoir, je parle du GIF parce qu'on ne peut pas le faire, mais toute animation, on devrait pouvoir l'arrêter et la jouer et la rejouer. Et effectivement, dans ce cas précis d'une animation en mode LOTI, il faut un descriptif à côté. Il faut que l'animation ne représente pas une valeur. Elle est jamais seule, hein. Elle accompagne toujours un texte de description. Oui, c'est important d'avoir un titre, une description et l'animation pour montrer de quoi on parle, parce qu'avoir juste cette illustration, personne va comprendre à quoi ça sert, hein. Surtout si le mec il désactive toutes les images, il verra pas. Et il peut le Forcément. faire. dans le web, oui. Oui, oui. Ah oui, en web, ouais. Dans le web, autant pour moi. Ouais, et du coup, ma question c'est, est-ce que toi, Julie, tu as été formée en accessibilité, du coup, pendant ton... Pas vraiment, non. Pas vraiment? T'as appris Non. trop tard? Moi, j'ai plus la formation, du coup, en développement. Et après, l'accessibilité, je l'ai apprise. J'ai fait notamment des stages chez Alza Création. Je sais pas si vous connaissez. Oh oui. Ouais, on connaît le site. Donc, j'ai travaillé chez eux. Et eux, c'est vraiment, ils sont vraiment très, très pointilleux sur l'accessibilité. Donc, Ouais. j'ai pas eu la formation à l'école, mais j'ai eu la formation parce que, voilà, ils m'en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Donc, quand j'ai fait mes stages chez eux, j'ai eu ça. Et puis après, on le rencontre aussi au quotidien. Par exemple, pour les daltoniens, on s'en était pas tout de suite rendu compte, mais chez Aguerre, on a beaucoup d'hommes qui utilisent nos applis parce que finalement, les électriciens, c'est beaucoup des hommes. Et donc, c'est là que j'ai découvert que finalement, il y a quand même 10% des gens qui se rendent pas compte que notre bouton, il est vert. C'est con pour des électriciens qui sont comme ça parce que généralement la couleur des fils a une importance. Alors du coup, C'est ça. Ah, C'est vrai que c'est ça surprenant. fout mal là. Non, mais il y a vraiment des formations et c'est vrai que c'est plus sur les formations UX en général. Moi, j'ai pas la formation UX, mais après, au quotidien, tu t'en rends compte et les tests utilisateurs aussi te le montrent parfois. Puis il y a un certain nombre de règles, tu tapes accessibilité, règles, notamment les contrastes, les tailles de texte, les choses comme ça. C'est des trucs classiques que tu finis par savoir. Je t'écoute. Du coup, est-ce que tu utilises des outils justement pour t'aider sur tes maquettes pour l'accessibilité? Oui. En fait, en général, je tape sur Google parce que j'ai jamais le nom de mes outils pour ça, parce que je m'en occupe pas tant que ça. Et puis au bout d'un moment, comme on a nos chartes graphiques, on réutilise les éléments, donc j'ai plus besoin de les tester à chaque fois. Mais tu mets contraste, et cetera, et en fait, tu fais des screenshots, tu le mets dedans et il te dit si c'est AA, AAA, il te dit quel niveau d'accessibilité c'est en fait, il te met, du coup si c'est bon ou pas bon. Ok. Tu as des outils maintenant, je l'ai pas en tête, je l'ai quelque part dans mes favoris qui traînent, parce que je le teste, ponctuellement en fait, vu qu'on a nos chartes et qu'on va utiliser ça. Très bien. C'est marrant, je m'entends. C'est moi? Ouais, il y a un petit écho. Il y a un petit peu d'écho. C'est pas très grave, ça Il arrive. paraît que c'est chez moi l'écho, j'ai eu une notif. Ah, d'accord. Je parle trop fort. Je voulais parler de la veille, parce que nous, au côté dev, tu vois, salut Captain Haddock. Je voulais parler de la veille, parce que Mathieu et Fabien et moi, on fait pas mal de veille, je pense, dans nos domaines. Et On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sinon on est largué. Je me demandais d'un côté UX, UI, comment tu fais ta veille quand tu vois une tendance, par exemple, j'ai vu à un moment donné le néomorphisme. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis finalement, pas grand monde le faire. Comment tu surveilles un peu les tendances? Comment tu fais? Comment?
Alors, comme je disais, tu as toujours la charte de l'entreprise. Donc, déjà, les tendances, elles vont pas beaucoup réagir par rapport à ça. Après, tu as bien sûr le scomorphisme, le néomorphisme, les trucs comme ça. Est-ce que du coup, tu vas adapter un petit peu ta charte pour faire ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi les conférences Google, les conférences Apple, les conférences même Microsoft pour voir les dernières choses qui sont utilisées. Par exemple, on va voir l'évolution des smileys sur les différents OS, la manière dont ils vont être dessinés. C'est con, mais nous, ça nous aide pour savoir comment on va faire nos pictos. Si on va faire des pictos plutôt pleins, plutôt des pictos en traits. On va regarder aussi toutes les applications qui sont très grand public parce qu'on sait que derrière, ils ont des équipes de ouf pour prendre leurs décisions. Donc, on va regarder ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'on va copier. Ça veut dire qu'on va regarder ce qu'ils font et on va se dire ça, on trouve que c'est bien, ça, on trouve que c'est pas bien, etc. Dans notre métier, on va utiliser beaucoup les apps au quotidien. Moi, je suis toujours collée à mon téléphone. Parce que voilà, je suis une geekette, mais aussi parce que ça me permet de faire de la veille, de voir un petit peu les tendances, les gestures, qui prennent de plus en plus de place. On le voit par exemple avec, maintenant TikTok, hein, le fait de faire comme ça. Le scroll infini que vous avez sur Facebook ou Instagram, c'est des choses qui n'existaient pas du tout avant et qui maintenant, sont introduites dans les apps. Avant, il y avait de la pagination, maintenant il n'y a plus du tout de pagination. Facebook, il l'utilise plus longtemps quand même, la pagination, le scroll infini. Oui, oui, mais voilà quoi, et toutes les apps le font pas forcément quand tu vas sur notamment des applications web, tu regardes sur, Google News, tu vas avoir chargé plus d'articles ou, page 1, page 2, page 3, et cetera. Donc tout le monde le fait pas. C'est des questions qu'il faut que tu te poses, dans ton app, ce que tu veux en termes de performance, parce qu'il y a ça aussi à chaque fois. Donc c'est des discussions avec les devs, avec les PO et de réfléchir à ce que l'utilisateur, il veut vraiment. Est-ce que tu veux le rendre addict à ton app, qu'il scrolle pendant 4 heures sur le catalogue? Ou est-ce que finalement, c'est pas forcément intéressant parce qu'on sait qu'il va pas le faire? Voilà. Et Donc du coup, On pourrait beaucoup de parler tests sur les d'éco-conception autres avec apps. ça aussi, quoi. Mmh? On pourrait parler éco-conception aussi, le scroll infini, et du coup, ça le force à charger alors qu'il a pas forcément besoin de charger, c'est une Oui, c'est ça. catastrophe, non, c'est vrai. Ouais. Mais t'as pas complètement répondu à ma question. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais la veille. Tu vois, par exemple, nous, en tech, on va follow des gens, on va regarder ce Twitter. que fait. Voilà, sur Twitter, on va follow des gens qui pèsent un peu dans le game. Ouais, ouais. Euh, Ouais. Moi, je regarde surtout ce que font les entreprises, ce que font voilà, Google, Apple, sur les nouveaux OS. Parce que comme je travaille beaucoup sur des applications mobiles, il faut aussi que ça aille un petit peu dans le même sens. On va pas faire un truc, par exemple, en skeuomorphisme donc qui ressemble vraiment genre à la réalité, si après il y a du flat design sur l'OS, ça n'a pas de sens. Mmh. Sauf si vraiment on a envie parce que c'est la charte de l'entreprise et qu'on a envie de mettre des textures et des choses comme ça. Est-ce que ce sont les GAFAM qui font la loi au niveau, enfin, qui font la mode du design? les, Les GAFAM. les. Les GAFAM. Les gazons, Google, Amazon, Facebook, je sais pas Microsoft. quoi. Microsoft. un petit peu quand même. Microsoft. Ouais. Parce que si on parle d'expérience utilisateur, l'utilisateur, il va être habitué à certaines choses. Donc après, il faut quand même qu'on lui permette de se retrouver là-dedans, en utilisant les mêmes éléments, en utilisant les cases à cocher telles qu'il les connaît, en utilisant les toggles, en utilisant voilà, des éléments. Si les boutons ils sont bombés sur son OS et qu'on fait un bouton qui est tout plat, peut-être qu'il ne se rendra même pas compte que c'est un bouton en fait, parce qu'il a tellement l'habitude de les voir bombés qu'il ne va pas comprendre que cet élément insipide, c'est un bouton. Hmm. Il y a Captain Haddock qui dit que pour faire la veille, il utilise plutôt Behance, Howard, CodePen, X Republic, X Movement et autres quotidiens. Ouais, c'est ça. Avant, je savais qu'il y avait des dashboards où tu peux faire des agrégateurs de sites et tout. Tu utilises toi ça, Julie, ou... J'utilise un petit peu Feedly. D'accord. Donc c'est un agrégateur voilà, de flux RSS. Et je suis abonnée à quelques pages. Après, je retiens jamais les noms malheureusement. Donc je suis abonnée à plein de trucs et puis je regarde de temps en temps les articles.
Est-ce que éventuellement tu voulais nous présenter, tu m'as envoyé des captures d'écran. Est-ce que tu voulais qu'on les reparcourt, que tu nous dises ce que t'aimes pas sur ces captures, Oui, carrément. Eh ben, dis-moi. Alors, attends. Est-ce que du coup, tu peux partager son écran pour que tout le monde puisse le voir? Est-ce que je peux partager mon écran pour que tout le monde puisse le voir? Ça serait bien en tout cas. Ce serait bien. T'as le challenge. Bonsoir à tous. Émission, Dans ce cas-là, vous vous mettez sur le Discord, les intervenants, et je vais partager l'écran. Ok. Et les autres, vous restez là, bien assis, dans le chat. Aïe, 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 on entend les sons. Bah, ça, c'est pas très Non, grave. je m'en fiche. C'était un troll. Donc normalement, vous voyez mon écran. Le chat ne le voit pas encore, mais c'est normal. Oui. Suspense. Donc, en fait, je vous ai fait une petite sélection d'applications grand public. Ok. Et j'en ai mis une ou deux peut-être qui sont moins connues pour qu'on en discute justement et que je vous explique ce que je trouve intéressant là-dessus. Alors, Donc, les premières captures d'écran, c'est Google Maps. Moi, je trouve que c'est une application qui est extrêmement intéressante parce qu'elle s'adresse à un public très très large. Ça peut être des geeks, des pas geeks, etc. Et même en termes de fonctionnalité, il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est tout autour du lieu, mais tu as les lieux en eux-mêmes, trouver une adresse, avoir toutes les infos concernant ce lieu, avoir les avis des utilisateurs, les photos des utilisateurs, etc. La possibilité maintenant même de réserver une table à un restaurant, par exemple. Ils ont aussi introduit un score d'affinité en fonction des restos, par exemple, que tu avais déjà. Donc si tu vas sur les screenshots suivants, tu le vois. Donc, par exemple, il sait que j'aime les restos alsaciens. Donc voilà, par exemple, le Freiberg, il sait que j'ai une affinité de 99% avec celui-là parce que je vais souvent dans ce type de restaurant. Et tu peux faire ta recherche comme ça sur la carte, ce qui est Comment il hyper sait intéressant. il te suit, il te Données localise? personnelles. Bah, oui, il me localise oui. quand même. Ouais, ton nez traqué. En plus, je suis un petit peu active sur Google Maps. À chaque fois que je vais faire un resto ou que je vais quelque part, je vais laisser une note parce que je sais que ça gêne beaucoup de gens que leurs données soient récupérées par Google. Mais moi, je trouve que ça permet aussi d'avoir une expérience qui est plus enrichissante parce qu'il va me proposer des restos par rapport à un score d'affinité, par exemple. Et là, on peut le voir, on a les horaires directement, on a l'adresse, on a la possibilité d'appeler ou de commander sur un site web partenaire, de voir la carte sur leur site, etc. C'est extrêmement complexe. Et après, tu peux calculer l'itinéraire, tu peux aller sur les écrans suivants. Il va te demander qu'est-ce que tu utilises le plus. Donc ça, c'est la première fois que je l'ai vu. D'habitude, il ne me le demande pas, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même. Pour finalement après me proposer les itinéraires qui sont les plus adaptés par rapport à là où je suis. Donc moi j'avais mis voiture, mais il m'a quand même proposé les transports en commun, si tu vas sur l'écran suivant. Voilà, il me montre quand même que finalement en bus, c'est pas si loin. Il me montre exactement l'itinéraire, là où il y a des bouchons, des ralentissements, voilà, en fait, ce que tu aimes c'est bien dans cette application, c'est que ça te correspond, c'est ultra personnalisé par rapport c'est à toi. ultra personnalisé et ils ont fait ça bien parce que c'est hyper simple à utiliser par tout le monde. L'expérience est personnalisée pour chacun et il y a tellement de fonctionnalités finalement sur ce petit écran et ça reste quand même lisible. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, l'ergonomie est bonne. Ouais. Mmh. Après, on la connaît tous, enfin, on est habitué aussi à l'utiliser. C'est pour ça aussi qu'on est. Même si tu es habitué à l'utiliser, c'est quand même gage de qualité, Ouais. en vrai. Une application que tu n'es plus habitué à utiliser, c'est parce qu'elle te plaît pas. Enfin, j'imagine, tu vois. Je sais que moi, j'ai plein d'applications sur mon téléphone. Si je regarde, je suis sûr que j'en utilise peut-être 4. Justement, j'ai mis une application qui était très mauvaise, donc si tu reviens sur la liste des écrans. Très mauvaise. Aïe, aïe, aïe. Les devs, les UX, UI qui ont fait cette application sont en train de J'aurais trembler. dû peut-être être un tout petit peu plus gentil. C'est mais c'est laquelle? bizarre, tu n'as pas les screenshots. Bon, je sais pas pourquoi il y a pas les screenshots. Tu as actualisé la page depuis tout à l'heure ou pas?
Parce que je les ai rajoutés après. Non. Ah, Si, en bas à à droite. bas à la droite. fin, là, le truc vert. Ça? Ouais, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, L'application Alexa. horrible. Ah, ok. Alors, c'est une application, mais je ne sais pas à quoi elle sert, en réalité. Elle te sert à configurer Alexa et à configurer notamment tes appareils que tu as dans ta maison. Mais après, à l'utilisation, c'est très compliqué. Si tu vas sur ta homepage, il y a tout et n'importe quoi. Il y a de la pub, ça te dit des trucs pour savoir comment utiliser Alexa, etc. Mais en réalité, cette application, enfin, moi en tout cas, j'arrive pas à l'utiliser vraiment parce que c'est de la domotique sans être de la domotique. Il y a une partie de lecture où tu peux écouter ta musique, mais c'est moins bien fait que Spotify lui-même. En fait, voilà, c'est une espèce d'agrégation de choses, mais qui sont pas forcément très bien faites. Et même comme vous pouvez le voir, finalement, visuellement, c'était pas très intéressant non plus. Donc la Ouais, morale, les c'est couleurs, vaut mieux faire une seule chose bien que plein de choses mauvaises, c'est ça? Oui. Peut-être que c'est dû au fait que voilà, l'enceinte, elle est surtout utilisable par la voix et que du coup, ils ont pas voulu mettre trop d'efforts sur l'appli en se disant que ça servait à rien. Mais voilà, c'est un exemple d'appli qui est pas, enfin, qui pour moi, en tout cas, d'un point de vue utilisateur, est pas hyper bien pensé. Et de manière générale, les applications de domotique, même Philips Hue, si tu regardes, je crois que j'ai mis des screenshots aussi. Bah, quand tu arrives dans l'app, tu as tes pièces et tu peux les allumer ou les éteindre. Là, tu l'as en bas vers le milieu. En bas vers Il le y a écrit milieu. Ah accueil oui. en grand. Ah, c'est en noir. Ok. Ouais. Donc, tu vois tes différentes pièces et tu peux les allumer ou les éteindre. Mais si j'ai plusieurs lampes dans cette pièce, ça m'allume ou m'éteint toutes les lampes en même temps. Ce qui n'est pas forcément ce que je veux. Quand je vais sur une pièce en particulier, là, je vois les lumières. Mais voilà, c'est pas forcément comme ça que moi, je l'aurais utilisé. Moi, j'ai envie de voir ma maison, de voir les différentes lumières que j'ai dans ma maison. Alors oui, j'ai envie d'allumer toute une pièce en même temps, mais peut-être que j'ai juste envie d'allumer ma lampe de chevet, j'ai pas envie d'allumer toute la chambre. Ouais. D'ailleurs, ça me pensait à une question. Est-ce que toi, en tant que UX, tu fais des maquettes dark mode ou rien à voir, ou c'est vraiment le développeur qui doit s'occuper de ça et anticiper les éléments qui doivent être sombris ou pas? Alors, chez Aguerre, on a un dark mode, en fait, qu'on utilise surtout sur le B2C et on est plutôt en light mode sur le B2B. Donc en fait, c'est des choix stratégiques qu'on a fait et tu auras pas le light mode, sur Domovea, par exemple, tu as qu'un dark mode De et BVA, on sait pas ce que c'est. une application de domotique, pardon. Ok. Donc sur l'application de domotique qui est B2C, on n'aura qu'un dark mode et par exemple, sur Aguerready qui est B2B, on n'aura qu'un light mode parce Tu que choisis c'est pas? une application B2B. Tu choisis pas si tu te mets en dark mode ou en... Non, parce qu'en fait, on a des problèmes, notamment par rapport aux images, c'est très compliqué. Parce que Ouais. nous, on va récupérer nos images, par exemple, des produits du catalogue, et ils sont pas sur fond transparent, ils sont sur fond blanc. Hmm. Donc, Oui. on va avoir un dark mode sur lequel on va avoir plein d'éléments qui sont très blancs. Donc, visuellement, c'est pas du tout intéressant. Ça veut dire que toi, tu préconiserais d'avoir des images en fond, enfin sans fond justement, pour pouvoir anticiper En fait, si... il faut que ça s'adapte par rapport à ton app. Si tu sais que tu vas faire une app de domotique, tu vas peut-être dire que bah, tes visuels, tu vas les faire dans 2 couleurs. Peut-être que tu auras des versions un peu plus sombres pour le dark mode. Mais si tu sais que dans ta base de données, tu as que des éléments qui sont sur fond blanc, alors tu peux les mettre dans des ronds comme ils ont fait là sur Philips Hue, mais c'est pas non plus la solution. Si tu es sur un catalogue et que tu as une fiche produit, tu vois, tu peux pas vraiment avoir un dark mode pour ce type de produit. En tout cas, chez nous, ça nous paraissait compliqué de dupliquer toutes les images du catalogue pour que ce soit plus esthétique sur du dark mode. Et Puis il y a des millions de produits. pourquoi vous avez fait un dark mode pour B2C, si je dis pas de bêtises? On l'a fait parce qu'on a vu que les utilisateurs le sollicitaient beaucoup.
D'accord. Heu, Demande utilisateur. justement par rapport aussi à la concurrence, parce qu'on étudie beaucoup la concurrence quand on fait des choses et les applications domotiques, elles sont souvent sur dark mode. C'est intéressant aussi parce que les couleurs, elles vont mieux ressortir, hem et ça fait un petit peu comme une télécommande. Mmh. Donc voilà, il y a différentes choses, qui font que c'est intéressant et puis on voulait aussi différencier le B2B du B2C. Donc c'était une manière de le différencier, assez facilement. D'accord, intéressant. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, Julie, sur les applications Non, ou on peut pas on peut s'arrêter là, sur les applis? Ça va faire bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble. Déjà? Déjà. Ça passe vite quand on s'amuse. Bah ouais, carrément. J'espère que sur le chat, vous prenez du plaisir. On a des gens qui sont passés, qui ont posé des questions. Voilà, Captain Haddock aussi qui a donné des sources d'inspi, tout Des ça, tips? c'est cool. Merci à lui. Est-ce que vous voulez en continuer un peu la papote ou on passe à la dernière partie de l'émission qui est le moment un petit peu fun, un petit peu quiz pour l'instant. On a choisi de rester sur ce format quiz. Qu'est-ce que vous en pensez? pourquoi pas? En tout cas, moi, je voudrais Chaud, quand chaud, même chaud. dire que ce qui est important Dis-moi dans tout. la relation, parce que c'était ça C'est la vrai, question de base. Ce qui est important dans la relation entre les designers et les développeurs, c'est la communication. on est d'accord. On est C'est d'accord. important de travailler ensemble et d'expliquer, les développeurs, vous pouvez pas juste nous dire: «C'est pas possible». Généralement, c'est pas, je le dis pas comme ça, moi, mais. Non, mais mais c'est important, voilà, dans les 2 sens d'expliquer. C'est important que le designer, il prenne le temps d'expliquer au développeur, pourquoi il a construit l'écran de cette manière. Même si c'est pas son métier, le développeur, il peut quand même comprendre que d'un point de vue utilisateur, c'est plus intéressant. Et pareil, le développeur, c'est bien qu'il explique pourquoi c'est pas possible, parce que ça permet parfois de trouver des compromis ou des solutions différentes. ouais, puis au-delà Ouais, de mais ça, attends. vas-y, Oui. Mathieu. Ouais, mais il y a le cas inverse aussi, où le développeur il dit: «Ah mais il faut pas faire comme ça, faut faire comme ci» et après le designer il va peut-être dire: «Ouais mais ça a cassé tout mon parcours, il faut que je revoie tout mon parcours» Bah oui. Non, et mais il faut mettre de Bah, l'eau dans alors son vin des l'argument, 2 c'est côtés, de hein. dire que je peux pas le changer, parce que le parcours a été imaginé comme ça et que du coup, il va falloir qu'on continue comme ça, mais que c'est peut-être à prendre en compte pour faire un test utilisateur, justement. D'où Quand tu as l'importance ce genre de feedback, ça peut être un bon feedback pour éventuellement revoir le parcours. d'où l'importance de se parler bien en amont dans les phases de Bah oui. conception et d'inclure le Ouais, développeur à ce aussi, ouais. moment-là. Bah, c'est ça Eh la oui. Mmh. clé en vrai. ouais ça ouais. Oui, il faut pas s'apercevoir de ça quand le mec a fait le CSS, enfin a fait le ticket. C'est en amont, il faut critiquer avec bienveillance, tous les parties d'ailleurs, hein, que ça soit Carrément. la fonctionnalité, le design, le dev, enfin tout est critiquable, si on a des bons arguments, dire pourquoi, pas Non, mais juste c'est dire, ça, il non, faut comme ça. rester ouvert des 2 côtés. Moi, ça m'est déjà arrivé de refaire toutes mes maquettes, parce qu'un dev, il m'a expliqué quelque chose, et qu'effectivement, je me suis rendu compte que peut-être j'avais raté, quelque chose en faisant mes maquettes et que ma barre, en haut, il fallait pas qu'elle soit comme ça, ou voilà. Mmh. C'est toujours des discussions, Mais c'est très bien, parce c'est que très sain. finalement, les designers sont des utilisateurs aussi et les développeurs aussi sont des Oui, bien utilisateurs sûr. et le point de vue de l'utilisateur est important. Je suis d'accord. Et comme tu le disais Carrément. même plus tôt, tu as déjà eu des développeurs qui t'ont donné des bonnes idées et que toi-même tu as implémenté de ton côté. Donc C'est ça. Mmh. c'est chouette. Le mot de la fin, quelqu'un sur cette question? Et j'espère qu'on a bien répondu en tout cas à la question, qu'on a donné quelques clés. On pourra te réinviter à l'occasion aussi. Ouais, mais de toute façon, c'est partout avec chaque être humain, il faut écouter l'autre et pas être, bloqué, obtus et fermé, il faut voilà, Oui, mais écouter c'est l'autre. important de savoir que, bah, le designer, il se rend pas forcément compte que techniquement c'est Oui, difficile. bien sûr. Hmm. C'est important en fait de l'expliquer et pas juste de dire: «Non mais ça c'est compliqué». Il faut vraiment avoir une vraie discussion de fond. Mmh. Heu, Non, mais des mmh, 2 parties d'ailleurs, hein. Le ouais, développeur pas dire: «Non, c'est pas possible», déjà c'est faux et l'UX UI en disant: «Non, non, moi c'est ma maquette, je veux comme ça», il y a pas de discussion. Il faut mettre de l'eau dans son vin des 2 côtés.
pour trouver un compromis et encore une fois, pour que l'utilisateur ait la meilleure expérience, possible, quoi. Ouais, c'est ce que disait SecPulse Zero tout à l'heure, c'est l'ego entre tout le monde à Mmh. manager et pas oublier qu'en fait on doit satisfaire d'abord l'utilisateur final. Bah oui, toujours et Et pas si le on n'est client. pas d'accord, on demande à Ouais. l'utilisateur, tu veux quoi? Ok, bah merci pour cet échange, c'était cool. Yes. Partez pas tout de Merci suite. Julie. Merci les gars, Euh, c'était très chouette. eh ben, Cool. c'est génial. Maintenant on joue. Maintenant, on va jouer faire comme la dernière fois. Le chat, On va vous prendre pouvez ma revanche, Fabien. participer. Tu t'étais fait écraser, il me semble, Mathieu, la dernière fois. Non. Si. Non. Non. Je vais poser un peu les questions différemment, comme ça le chat pourra participer. Donc je vais prendre ma petite boîte, je fais un peu de pub pour Culture Geek. J'ai pas eu le temps de préparer autre chose, je suis désolé. Donc là je vais passer en mode question pour un champion, petit jingle. Voilà. On n'a pas entendu le Bah, jingle. vous, non, mais le chat oui. Bon. Bah, très bien. On regardera le replay. Exactement. Donc je vais poser la question. Julie, tu participes bien sûr, le chat aussi. Je vais essayer de trouver des questions où on peut répondre par 1, 2 ou 3. Donc première réponse, deuxième réponse ou troisième réponse. Il faut qu'on lève le doigt? Et chacun, en gros, vous allez me dire ce que vous pensez. Si c'est plutôt 1, si c'est plutôt 2, si c'est plutôt 3. D'accord. Mais on doit lever le doigt ou on doit Non, hurler bah, non, je vais vous donner la parole. Je ferai dans l'ordre. J'ai un ordre d'affichage, je ferai dans l'ordre. Ok. Ok. Alors c'est parti. D'où viennent les super pouvoirs de The Flame, le héros du comics du même nom, paru en 1939? J'étais pas né aussi. Moi non plus. Mais Fabien, il a dû connaître. Hein. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Petit 1, Même pas. il a été élevé par des moines bouddhistes. Petit 2, il a été élevé par des ninjas. Petit 3, il a été élevé par des loups. Comment ça s'appelle, tu dis? Comment? The Flame. The Flame. Alors Julie, t'en penses quoi? Petit 1, les moines, c'est sympa. Ok. Fabien, t'en penses quoi? Je vais noter quelque part. Je vais dire les ninjas, mais je sais pas du tout de quoi on parle, je connais pas ce truc. Moi non plus. Au hasard. Les ninjas, c'était la 2. Et Mathieu? Ouais. Tu triches? Non, dis-les-nous. Il triche. Bah allez, le 3, le 3. C'est Julie qui avait raison. Yes. Putain, les moines. Bravo. Et pas de réponse dans le chat. Mais c'est pas grave. Alors Mathieu, tu n'as pas de points. Je note parce que après on va me dire ouais, il y a de la triche et tout. Donc voilà. Julie, un il faut point. un gagnant, une gagnante. Voilà. Donc Julie, un point. Bravo. Merci. On va rester dans la catégorie geek et collant. Quand le personnage de Tintin a-t-il été créé? Réponse 1 en 1929, en réponse 2 en 1949, réponse 3 en 1969. 1, 2 ou 3, Julie? Moi, je dirais 3. Tu dirais 3. Mathieu? 2. Tu dirais 2. Et Fabien? Je vais dire 1. Eh ben, c'était 1. Let's go! Wow. Ah, je savais pas que c'était presque 100 ans. Hein. C'est vrai. Est-ce que j'ai d'autres choix multiples dans la catégorie collant? Ah oui. Elles sont très dures tes questions. Elles sont dures, ouais. Ah, elles sont super dures. Quel est le film de Night Shyamalan? Putain, comment ils font question pour un champion pour pas bugger comme ça? Quel film de Night Shyamalan fait le plus référence à l'univers des comics? Sixième Sens, Signe ou Incassable? Donc 1, Sixième Sens, 2, Signe, 3, Incassable. C'est quoi Incassable? Non. Moi je sais. Alors Julie? Moi je vais dire Incassable, c'est le seul que je connais pas. Donc c'est le 3 pour toi. Mathieu? C'est quoi les deux autres? C'est Sixième Sens, Signe ou Incassable. Moi j'aurais dit Incassable aussi. Donc 3 pour Julie et Mathieu. Et Fabien? Je dirais aussi Incassable 3. Mais quel talent! C'est imparfait! Oui! Oh, ça c'est beau! Ça c'est beau! C'est bon, j'ai un point. T'as un point. Moi j'y suis allée au bluff quand même. On va faire le premier en 5 points et on s'arrêtera là. On va changer de catégorie. Je remets des petites questions dans la boîte. Changement catégorie, on va prendre geek et popcorn. Attention, geek et popcorn.
On parle pas de l'émission, évidemment, qui a lieu le mardi, je crois. Dans Game of Thrones, c'est un peu plus actuel ça. T'étais né, Mathieu. J'en ai vu aucun. Ça, je connais bien ça. Combien de couronnes compte le royaume? 5, réponse 1. 7, réponse 2. 3, réponse 9. Putain de merde. Julie. Fabien, il dit 3, alors je sais pas. Je vais dire 5. Donc la réponse 1. Ok, Mathieu. Putain, j'ai vu, mais je sais plus c'est quoi. Allez, je dirais 7. Donc la réponse 2. Et Fabien? Oui, 7 aussi. 7, c'était évidemment. Mais pourquoi tu 7. fais 3 là Parce que j'ai envie de gagner. On a donc Julie à 2 points, Ça s'appelle Fabien du à bluff. 3 points, Mathieu à 2 points. On va rester sur cette catégorie qui nous intéresse tous, geek et popcorn. Je cherche une question à choix multiple. Oh, c'est facile ça. Quelle est la particularité, indice chez vous? C'est pas vrai. En bas Quelle de est votre la écran. particularité physique de Sangoku, le héros de Dragon Ball? Réponse 1. Il lui manque le pouce à chaque main. Réponse 2. Son cœur est situé à droite. Réponse 3. Il a une queue de singe. Julie. 2. La 2. La 2. Son cœur est situé à droite. Mathieu. La 3. Il a une queue de singe. Fabien. Oui, la queue de singe aussi. La queue de singe. C'était évidemment la queue de singe. Aïe, aïe, aïe. On est sur une balle de match pour Fabien qui comptabilise 4 points. Mathieu 3 et Julie 2. Allez. On va changer du coup de catégorie. Est-ce que Julie, il y a une catégorie qui t'intéresse plus? Il n'y a pas une catégorie cuisine? Oh non. C'était popcorn un peu, non? Non, popcorn, c'est cinéma. Est-ce que techno? Techno, ça te branche? Moi. On essaye de faire gagner Julie. Ouais. Ça va être sympa. Est-ce qu'il y a des questions à choix multiples? Enfin, à choix, ouais. Ah, c'est intéressant. Je vais regarder la réponse. Alors, laquelle de ces innovations n'est pas encore commercialisée? J'ai envie de dire que cette question n'est plus vraie. D'accord. Ceci est un Intéressant. indice. La reconnaissance vocale, Ouais. le robot serviteur ou l'écran souple et flexible? Attends, c'est quoi la question déjà? Ah, Bah, tu- ils sont tous les trois, ils existent tous les trois maintenant. Oui. Mais le Ah dernier ouais qui est sorti, c'est l'écran flexible. Bah oui, je pense aussi. Alors, quel est le dernier qui a été sorti? La reconnaissance vocale, le robot serviteur ou l'écran souple et flexible? Il date de combien de temps ton jeu là? Beaucoup trop Il a longtemps. 2 ans, je crois, le jeu. Il est pas si vieux. Alors, Julie, tu dis quoi, toi? L'écran flexible. L'écran. Parce que le robot serviteur, ça fait des Mais années pas que les c'est Ça autres. fait forcément, ça a dû déjà exister. Ouais. Mathieu, tu dis quoi, toi? Bah c'est le 3. L'écran. Et C'est Fabien? Samsung a tous les coups, ils ont fait ça, je pense. Moi, je dis le robot. Eh Non. ben non. Le jeu disait donc c'est un point pour Julie et Mathieu, ce qui fait Ah, j'ai que peur. vous êtes à égalité, Mathieu et Fabien. Il a fait exprès, Fabien, pour le suspense. Merci, le robot, Fabien. non, le robot c'était fait. Est-ce qu'ils le disent là-dedans? Bah, c'est un peu vaste, robot. En fait, La Roomba, c'est un robot le dernier serviteur. hein. CES, il y avait un putain de robot. Bah, Il y a l'aspirateur, là. des essais, en fait, robot aspirateur, il y a des c'est- essais militaires. Ah oui, et des le essais chien, militaires, voilà, pour hmm. les robots. C'est vrai que L'écran oui. flexible, en fait. Parce que l'écran Samsung flexible, il l'a n'y fait. avait pas Samsung qui avait sorti ça il y a déjà quelques Ouais. années. Mais ça y est, Ouais, c'est ça fait un release. petit moment. Moi, j'avais déjà vu ça même au Mobile World Congress. Nokia l'avait présenté, mais il y a vraiment longtemps. C'est vrai. Euh, Presque eh 10 ben, ans. du coup, on a encore une balle de match avec 2 candidats potentiels. On va prendre Geek et Strass. Attention, ça va briller. Putain. Bah, c'est mort. Ah, c'est mort. Attends, il n'y a pas de question à 1, 2 ou 3. Ah si. Ah si. En France, à l'époque du jeu, débrouillez-vous avec ça. Quelle personnalité française est la plus suivie sur Twitter? Oh là Nicolas là. Sarkozy, petit 1. Johnny Hallyday, paix à son âme, petit 2. Nikos Aliagas, Elle est petit 3.
À l'époque du jeu, mais je comprends pas quel Mais jeu. il a 2 ans le jeu. Ouais, parce que Ah. je suis pas certain que ce soit encore vrai, Ah, quoi. Donc parmi ces trois-là, qui c'est qui pèse le plus dans le game Twitter? Moi, je dirais Nikos. Alors attends, Je suis Ah bah, sûre, c'est il toi met qui des commence. photos sexy. Nikos. Mathieu. Aïe, 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 attends, j'arrive pas à il est laisser. mort quand, Johnny Hallyday? Ouais, il est mort, quoi. 3-4 ans 3, ouais. Ouais, bah du coup, Nikos, il écrit plus maintenant. Et rapport. Et Fabien? Non, je dirais Johnny, moi. Tu dirais Johnny? Mhm. Aïe, 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 Il aïe. tweete pas, Johnny. C'était Il a jamais Nikos. tweeté. C'était Nikos. Et c'est une victoire de Mathieu qui comptabilise les 5 points. Bravo. Oui, Bravo. oui. Oh, Et ça, moi c'est aussi, beau. j'ai dit Ça, c'est beau. Ah, mais toi, t'as que Ah, mais t'as 4 4 points. Mais c'est vrai que t'as dit Nikos, c'est bravo. Ascenseur émotionnel. Ouais, c'est ça. Très vite content, mais très vite déçu. Donc 5-4-4. 5-4-4. C'était très serré. Et du coup, entre vous deux, Fabien et Mathieu, ça fait un partout. Balle La au suite centre. au prochain épisode. Et bah Yes. écoutez, sur ces belles paroles, 1h40 de live, 19h12, vous êtes en Ouais. direct sur Cool. Instant Coding. C'était très très sympa. On Yes. reviendra le mois prochain, très certainement. Et on a déjà la date ou pas? Le 3 mars. Le 3 mars. Même heure, même endroit. Voilà. Entre-temps, il y aura d'autres lives la semaine prochaine sur ma chaîne. Ils seront pas avec Instant Coding. Vous verrez, Mathieu et moi, on vous réserve une petite surprise. Ce sera rigolo. Je sais pas si ce sera réussi, mais ce sera rigolo. On va tenter un truc. Voilà. Je remercie encore Octo, les Octos, tout ça. Yes. Vraiment, merci beaucoup de nous permettre de faire ça. Plein de belles choses. Merci N'hésitez aux pas à nous- téléspectateurs. Merci à ceux qui vont voir le replay. Envoyez-nous vos feedbacks. On est preneur Yes, à carrément. fond d'amélioration, de contenu, de tout ce que vous voulez. On le Dites-nous ce regardera. que vous voulez. Ouais. Moi, C'est- je voudrais vous remercier pour cette discussion super intéressante quand même. Merci Julie. Merci d'avoir Julie. accepté. Avec C'est plaisir. bien cool. Et bonne soirée tout le monde. Salut le Bonne chat. soirée. Salut, Ciao tout salut. le monde. Ciao. Bonne soirée.